bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être là. On va donc kickstarter cette table ronde, cette table rectangulaire plutôt en ce qui nous concerne. C'est plutôt vous qui êtes en rond. Et merci beaucoup d'être venus puisqu'il s'agit, il me semble, de la dernière table de ce congrès, du dernier panel de ce congrès, en tout cas de la dernière salve de panel. Donc merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'au bout. Je sais que vous avez assisté à toutes les tables rondes, tous les ateliers, vous êtes épuisés. Néanmoins, vous êtes venus jusqu'à nous, donc nous vous en remercions. Il nous semble que cet espace est néanmoins climatisé et donc peut-être que cela explique votre engouement pour cet événement en particulier. Donc voilà, merci de venir passer ces 2 heures en notre compagnie et surtout en la compagnie de nos intervenantes. Alors je vais juste très brièvement présenter la table avant de leur laisser la parole et puis de laisser place à la discussion. Donc c'est une table qui est consacrée à discuter de la responsabilité sociale de la recherche. Comme vous le savez peut-être si vous avez assisté au congrès précédent, c'est une table qui a lieu depuis plusieurs années au sein des congrès de l'IDEA et qui a à chaque fois un questionnement un petit peu différent, une orientation un petit peu différente, mais qui a toujours pour vocation de réunir des chercheurs et chercheuses de différentes aires géographiques au sein des Amériques afin de s'interroger, de les interroger un petit peu au prisme de leur parcours, de leurs expériences, mais aussi de leurs convictions, de leurs engagements sur la nature de la recherche scientifique et puis surtout sur l'intégration de cette recherche, sur ces articulations qui sont souvent compliquées mais toujours fondamentales avec les sociétés dans lesquelles elle s'inscrit et à travers lesquelles elle existe. Nos prédécesseurs, par exemple, se sont intéressés à la question de l'éthique scientifique. Ils se sont intéressés aussi à celle des rapports de pouvoir à l'intérieur de l'université, à la question de la transition écologique pour les chercheurs, particulièrement pour les chercheurs transnationaux. Et la discussion que nous vous proposons aujourd'hui, on l'a intitulée « Le chercheur face à l'action publique, expert, acteur ou militant ». Donc c'est un thème qui s'inscrit dans la continuité de ces questions qui ont été soulevées au cours des congrès précédents et qui, comme vous l'avez sans doute deviné, grâce à la vivacité de vos esprits exacerbés par l'air conditionné, notre objectif va être, pendant cette discussion, de tenter de définir, ou en tout cas de tenter d'explorer ensemble, à travers les expériences professionnelles, voire les expériences personnelles de nos intervenantes et puis de nos interactions et surtout de vos interactions, j'espère, avec elles et entre vous peut-être, d'explorer un petit peu le rôle parfois ambigu de ce chercheur et notamment quand le chercheur s'intéresse à des questions sociopolitiques qu'on pourrait qualifier de brûlantes. Ce rôle entre son terrain, entre les communautés, les groupes, les populations sur lesquelles et avec lesquelles il travaille, ou elle travaille plutôt dans notre cas, la production du savoir scientifique au sens large, qui est une production qui bien sûr est encadrée par des normes et par des exigences spécifiques, et finalement la sphère du politique également au sens large. Donc finalement, quel doit être, et peut-être aussi quel ne doit pas être, notre rapport en tant que chercheur avec non seulement à nouveau la production du savoir, mais aussi plus directement avec la mise en place d'actions publiques, voire avec le militantisme, et comment peut-on vivre ce rapport en tant que professionnel, mais aussi en tant que citoyen éclairé. Pour ce panel, donc, nous avons invité 6 chercheuses, 6 jeunes chercheuses, à un panel qui est exclusivement féminin. Ce n'était pas nécessairement notre choix préalable, mais ça s'est constitué comme ça, et c'est peut-être quelque chose qui informera nos discussions et les conclusions auxquelles nous espérons que nous allons pouvoir parvenir aujourd'hui. Donc spécialistes de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, ce sont des scientifiques qui se définissent ou non comme
engagés et dont le travail et les expériences vont constituer le socle de notre questionnement d'aujourd'hui. Donc sans plus attendre, puisque ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, je vous propose de les écouter elles, chacune pour quelques minutes, et puis ensuite mon collègue Luis Miguel fera une petite conclusion et vous laissera la parole. Donc d'ores et déjà, vous pouvez réfléchir à toutes les questions que vous prenez d'impatience de leur poser. Donc nous allons peut-être commencer avec... Donc avant de donner la parole à nos intervenantes, donc, on va évidemment les présenter pour certains ou certaines d'entre vous qui ne les connaissent pas encore. Et donc on va commencer par Laura Lema Silva, qui est diplômée de l'École normale supérieure de Lyon et des Sciences Po Lyon en histoire de la pensée politique et en action et gestion publique, et docteur également en études hispano-américaines de l'Université Lumière Lyon 2, donc en quelque sorte elle nous accueille aujourd'hui. Sa thèse s'intitule « Paroles politiques et paroles poétiques des mouvements socio-autochtones en Colombie à la littérature contemporaine des Wayuu », qui a été lauréate des prix de thèse de cette institution. Et elle est actuellement responsable des études à l'Institut pour la paix et membre associé du laboratoire LCE, Langue et civilisation étrangère de l'Université Lyon 2. Et je te donne la parole. Super. Merci Luis Miguel, et bonjour à tous et à toutes. Et donc un grand merci à Luis Miguel, à Irène, et ainsi qu'à toute l'équipe de l'Institut des Amériques d'avoir organisé ce colloque, et en particulier à vous, et d'avoir organisé cette table ronde. Donc je suis très honorée de participer à cette table ronde sur la responsabilité sociale de la recherche, et qui pose donc des questions d'une grande importance, à mon avis, sur la construction de la connaissance en sciences humaines et sociales. Et ce que j'aimerais partager avec vous en quelques mots, c'est comment mon travail et en quelque sorte mon engagement également sur la construction de la paix en Colombie a eu un impact sur mes recherches, mais aussi comment mes recherches m'ont amené progressivement à travailler sur la paix en Colombie. Et donc, mes recherches, pour le dire de manière très très générale, elles portent sur la capacité des systèmes de connaissances socio-alternisés par le fait colonial à subvertir les régimes de représentation dominants ou hégémoniques. Dans ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur le potentiel émancipateur de la littérature contemporaine de deux auteurs Wayuu, donc d'Esther Cilia Siman Capuchain, qui est afro-Wayuu, et de Miguel Ángel López Hernández, qui est un poète qui a de multiples hétéronymes, dont les plus importants sont Maloé, un poète qui écrit en résonance avec les problématiques sociopolitiques des peuples de la Via Yala, et Vito Apshana, qui se veut le continuateur de la parole d'origine du peuple autochtone. Et donc pour situer un tout petit peu la communauté, donc les Wayuu forment une communauté transfrontalière entre la Colombie et le Venezuela. Et donc je dirais qu'au début de ma thèse, comme tu disais, donc Luis Miguel, moi je suis partie d'une formation très théorique en histoire de la pensée politique. Donc mon rapport, disons, à la littérature, c'était une approche très très conceptuelle. Donc une approche qui partait de la conception de qu'est-ce que la force du langage et quelle est la force de résistance de la littérature, non? Et donc j'ai abordé cela donc à travers les outils de la pensée postcoloniale et décoloniale, et c'est que ça continue à être quelque chose encore qui m'intéresse, mais ça a été modifié au fur et à mesure. Mais je partais aussi, par exemple, d'approches marxistes ou encore d'approches althussériennes, comme celles qu'on retrouve dans les travaux de Jean-Jacques Le Cercle, et qui sont inspirées d'ailleurs de ce que Deleuze et Guattari nomment la pragmatique du langage. Et je dirais que cette approche, donc très très conceptuelle, a été modifiée par mon contact en fait avec le terrain. Et donc, en fait, j'ai pu longuement dialoguer donc avec Esther Cilia Simanca et Miguel Ángel López Hernández, mais aussi avec beaucoup de personnes Wayuu, non? Je suis restée donc au sein de la communauté pendant pas mal de temps, et donc avec des autorités politiques, spirituelles, etc. Et du coup, en fait, j'ai voulu être en contact avec le terrain après m'être penchée sur les revendications des peuples autochtones en Colombie. Et lors d'énonciation justement d'une recherche
qui extrait les connaissances et qui les conçoit, et ces peuples donc comme des objets d'étude et non pas comme des sujets de connaissance. Donc, c'est-à-dire que j'ai réalisé mon terrain en cherchant à mettre en place une méthodologie que j'ai qualifiée de dialogue interculturel, bien sûr, en pensant ce dialogue comme quelque chose qui reconnaît les dissymétries de pouvoir, etc., les asymétries, etc., et non pas en pensant le dialogue interculturel comme quelque chose d'idéal, hein, mais plutôt comme quelque chose de conflictuel, justement. Et donc, cela m'a permis notamment de comprendre que la littérature des deux auteurs est porteuse d'une parole d'origine, en fait, des membres de la communauté Wayuu, et même si elle est écrite en écriture alphabétique conventionnelle et en espagnol. Et donc, la parole d'origine, pour être très, très rapide, elle a une double signification, c'est-à-dire que selon la cosmologie Wayuu, elle décrit à la fois les origines de la vie sur Terre, et puis c'est une parole transformatrice, une véritable parole transformatrice qui s'actualise dans le quotidien du peuple Wayuu et qui est utilisée par les médiateurs des conflits et pour résoudre, pour transformer la conflictualité politique. Et donc, c'est là, en fait, que ma recherche sur la littérature Wayuu a finalement rencontré la question de la paix, en quelque sorte, ou au moins de la transformation de la conflictualité politique. Et donc oui, en fait, et je pense que du coup là, il y a comme une espèce de double influence, parce que au même moment, et j'étais en Colombie, donc j'ai eu la chance d'avoir le contrat doctoral de l'Institut des Amériques. Je suis partie entre 2015 et 2018 à Bogota pour être coordinatrice du pôle Bogota. Et donc c'était en pleine époque de signature des accords de paix avec les FARC. Donc finalement j'ai baigné un tout petit peu dans cette ambiance, non, et dans cette difficulté également qui a constitué la conjoncture historique. Et donc je pense que ma compréhension de la littérature des deux auteurs comme un vecteur d'émancipation, en fait, à travers une contrebande épistémologique interculturelle, pour le dire très rapidement, et a été sans aucun doute influencée par ce contexte, et du coup qui m'a amené à travailler également au sein du Centre de pensée Pluralizar la Paz de l'Université nationale de Colombie, et plus spécifiquement à travailler dans un projet muséographique qui s'appelle Sanaduría, Mediaciones para tejer sentidos plurales de la paz. Ici j'ai quelques petits catalogues encore, si vous les voulez, vous pouvez les prendre, hein, parce que je les ai amenés pour vous, et il n'y en a pas beaucoup, hein, mais du coup c'est-à-dire que le projet, donc Sanaduría, il a également, on a voulu le faire et on le à partir d'une co-construction avec des membres de 5 peuples autochtones en Colombie, avec des survivants du conflit armé de l'association de victimes et de survivants du nord-est de l'Antioquia. Et nous avons voulu définir ensemble le contenu conceptuel et matériel de l'exposition. Et nous avons donc cherché, et à travers une approche pluridisciplinaire, et qui a mis en dialogue l'histoire conceptuelle de la paix et la muséologie critique, donc une approche de dialogue interculturel, à mettre en avant la pluralité des savoirs et des pratiques que les membres des peuples autochtones et les survivants du conflit mettent en place afin de transformer les conflits et afin de construire les mémoires de la guerre, non ? Et donc cette approche collaborative, elle a été mise en place dans le souci de répondre aux revendications également. Donc là également, c'était dans le but donc d'être à l'écoute de ces revendications des mouvements sociaux autochtones, et notamment d'entendre leurs préoccupations autour de ce qu'ils nomment le guaqueo intellectuel. Et ça, c'est un mot, une expression que Mauricio Cuchimba, qui a travaillé avec nous, utilisait très souvent, c'est-à-dire cette dénonciation de l'extractivisme intellectuel par les chercheurs, non ? Et donc nous avons choisi de construire la connaissance scientifique autrement, en étant attentifs aux demandes des chercheurs autochtones et des survivants du conflit. Et cela nous a amené justement à nous poser la question de comment réaliser le travail de terrain que nous avons fait dans les territoires entre janvier et février 2022. Et c'est un travail de terrain qui s'est déroulé donc selon leurs dispositions, dans les espaces qu'ils ont choisis et dans les temps qu'ils ont définis. Je pourrais rentrer dans le détail un peu plus tard si ça vous intéresse davantage. Et donc tout cela nous a amené finalement
finalement à réfléchir autour d'une notion utilisée par le ministère de Sciences colombien, qui d'ailleurs, le ministère de Sciences colombien a été l'un des principaux financeurs de l'exposition. Et lorsqu'on a présenté le projet expositif au ministère de Sciences colombien, on a dû répondre donc à l'appel d'offres qui parlait d'une notion appropriation sociale del conocimiento, appropriation sociale de la connaissance. Et donc, il nous a semblé que c'était quelque chose à dépasser, et justement, nous avons donc voulu adresser cette question et par l'intermédiaire d'un document de politique publique et que nous avons pensé ensemble, mais qui a été coécrit et par Elise Pic, qui est l'actuelle coordinatrice du pôle Bogota, et par Kevin Ramirez, qui est membre du Centre Pensée. Donc voilà, c'était dans l'objectif vraiment d'avoir peut-être une influence sur la manière dont le ministère de Sciences conceptualisait la connaissance des peuples autochtones et des personnes subalternisées et subalternes en Colombie. Donc pour finir, je dirais qu'il y a un lien entre la construction de la paix et la production de la connaissance scientifique. Et, en effet, il me semble que ces approches collaboratives et qui se basent sur le dialogue interculturel nous sont poussées à questionner les méthodes traditionnelles de production de la connaissance, et notre travail est devenu un véritable laboratoire méthodologique et pédagogique capable de saisir le potentiel transformateur des pratiques et des épistémologies autochtones et des survivants du conflit, c'est-à-dire, par exemple, leur pouvoir de disruption dans ce qu'on appelle les conceptions libérales de la paix, qui conçoivent la paix comme un état qui suit la guerre et non pas comme un travail constant de médiation de la conflictualité politique. Et donc, prendre au sérieux un dialogue avec les membres des peuples autochtones et les survivants du conflit a signifié véritablement saisir la paix comme un concept pluriel, c'est-à-dire viser la construction d'une paix positive qui interroge les structures de domination et d'oppression. Et juste pour finir, une toute dernière petite phrase, donc ces thématiques, je continue aujourd'hui à les aborder dans mon travail actuel au sein de l'Institut pour la paix, et où notre objectif au sein de l'Institut pour la paix, c'est vraiment de faire dialoguer le monde universitaire, les militants, les praticiens, les décideurs politiques, les militaires, et donc de sortir un tout petit peu des cloisonnements entre différents univers qui n'ont pas beaucoup l'habitude de se parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura. Et je vais présenter maintenant Tania Romero Barrios, qui rédige une thèse intitulée La voix des femmes. Je ne pourrais pas le prononcer en quechua, mais elle saura le faire mieux que moi tout à l'heure. Genre, violence et mémoire dans les récits du post-conflit armé au Pérou, qu'elle réalise à l'Université Paris 8 en codirection avec l'INALCO. Elle travaille également sur la représentation des voix des femmes dans la littérature péruvienne, écrite et orale, en espagnol et en quechua, du post-conflit armé péruvien. Et elle interroge depuis la littérature l'hégémonie des mémoires andro-héroïques qui s'imposent dès la fin du conflit armé péruvien, ainsi que les dichotomies cloisonnantes des victimes innocentes dépolitisées et bourrelles sanguinaires dégenrées. Et donc elle propose par ces biais une lecture du conflit armé à partir de la Constitution et l'analyse d'un corpus de contre-narratives féminines défiant leur degré d'inodabilité. Et elle mène un projet en parallèle qui vise justement à s'intéresser au questionnement de la portée sociale de ces recherches. Et sur ce, je lui cède la parole. Merci beaucoup Luis Miguel, et merci beaucoup à toute l'équipe de l'IDEA et deux organisatrices de cette table. Et je suis vraiment honorée comme Laura en fait de pouvoir partager ces discussions et puis nos recherches et nos engagements et nos questionnements surtout en fait. Je pense que on n'a pas toutes les réponses, mais on est surtout pour partager aussi des questions. Alors pour ma part, donc je vais parler un petit peu de mes recherches doctorales du coup qui sont en cours, et je vais parler aussi d'un projet de recherche-création en fait qui est issu de ma thèse en fait, mais qui la dépasse d'une certaine façon à la fois par les objectifs, la méthodologie et surtout le caractère collectif en fait de ce projet qui s'intitule du coup Warmicuna. Alors Warmicuna veut dire femme au pluriel en fait en quechua, donc voix, visage et mémoire. Et si jamais vous êtes à Paris et
près de l'IDEA. D'ailleurs, il y a une petite exposition en fait qui sera encore disponible pendant quelques jours avant que je la démonte dans la semaine qui suit. Mais du coup, avant de rentrer un petit peu dans les détails de ces deux éléments qui sont tout à fait imbriqués, je voudrais partir en fait d'une phrase qui, à mon avis, est un peu pourrait être le titre de cette présentation, en fait, même si c'est pas tout à fait une présentation. Et c'est la phrase nos grands-mères ne liront jamais nos thèses. Et en fait, c'est une phrase qui me hante et qui hante en fait pas mal de chercheuses féministes en fait, et un petit peu qui ont ce parcours dans lequel, d'un côté, si on parle de grand-mère entre guillemets biologique, d'un côté ne lisent pas le français parce que voilà, non, enfin moi, dans ma famille personne ne parle français autre que ma sœur et moi, mais qui ne lisent pas du tout aussi. Et c'est le cas d'ailleurs aussi et là du coup je parle plus de grand-mère biologique, mais de ce qu'on appelle aussi en tant que féministe de nos grand-mères politiques en fait, dans une perspective plutôt des épistémologies féministes. Les femmes avec qui moi j'ai travaillé en fait, qui font partie de ce corpus quechua qui rentre dans ma thèse, ont effectivement un rapport à l'écriture qui est complètement différent de celui qu'on a, et un rapport à l'espagnol même, parce que voilà, parmi les personnes monolingues quechua en espagnol, ce qui est très important pour le conflit armé, monolingue quechua au Pérou, la plupart de ces personnes-là sont des femmes. Donc du coup, en fait, c'était une question qui me hantait énormément en fait, et qui a un petit peu, disons, bouleversé aussi comment j'ai appréhendé mon sujet d'étude, mon objet d'étude, et comment justement cet autre projet de recherche-création et du coup est apparu, en commençant du coup par la question effectivement du quechua. Alors moi je suis cette troisième génération très typique, je suis née à Lima, voilà, grand-mère qui parle quechua, arrivée à la capitale, c'est une langue extrêmement discriminée, donc du coup ça n'est pas du tout transmis. Donc du coup on appartient à cette troisième génération qui commence avec ce paradoxe immense du j'ai appris le quechua à Paris, et d'ailleurs à Paris on peut faire un master en quechua, ce qui n'existe pas au Pérou, donc voilà ça, voilà toutes les mais qui est devenu extrêmement important pour moi, qui voulait travailler sur les voix des femmes en fait, parce qu'il faut savoir d'abord que le conflit armé au Pérou, alors pour donner quelques chiffres, alors effectivement 70 000 morts, parmi lesquels 75% c'était quand même des personnes qui n'avaient pas l'espagnol pour langue maternelle, et la plupart du temps c'était des personnes quechuaphones, et donc du coup notamment j'insiste sur la question des femmes monolingues. C'est aussi les femmes qui ont donné le plus de témoignages en fait dans le cadre de la commission de la vérité et la réconciliation, et pourtant c'est souvent des témoignages qui ont été pris pour les éléments qui ont été dits sur les autres. Non, elle parlait sur les disparus, les hommes en fait, parce que 80% des victimes mortelles c'était des hommes. Mais du coup il y avait ce flou autour de leur voix en fait qui m'intéressait moins en fait de pouvoir travailler. À la base, je viens de la littérature, mais bon, comme j'ai fait un master en études de genre, effectivement, les sciences sociales m'ont beaucoup aidé en fait à repenser mon sujet de recherche. Et là, la première question est leçon de Malinowski, apprendre les langues vernaculaires. Et apprendre les langues vernaculaires pour pouvoir aller sur le terrain et pour pouvoir sortir un petit peu des recherches qui avaient été faites en littérature jusqu'à présent, qui se centraient sur, et c'est ce que moi j'avais fait en master, c'est-à-dire j'ai travaillé sur 2 recueils de 2 poètes, ce qui est très bien en fait, et je pense qu'il faut le faire aussi, liménienne qui écrivent en espagnol et qui parlent sur ou qui donnent la voix à, mais qui ne sont pas en fait là-bas, ou n'ont pas une connaissance non plus concrète en fait de celles qui ont été aussi les principales afectadas, je préfère utiliser ce terme-là que victimes, mais bon, je rentrerai pas tout à fait dans ce détail. Donc, apprendre le quechua. Aller à l'INALCO, pour moi, je le définis toujours comme un tremblement de terre épistémologique, mais c'était extrêmement essentiel, en fait, pour que cette thèse, qui est du coup devenue pluridisciplinaire, puisse être un peu plus juste par rapport au sujet que moi je voulais aborder. Donc du coup, il s'agissait de aller sur le terrain et aller chercher ces voix, justement. D'abord, je me suis dit, je vais aller chercher la littérature écrite en quechua par des femmes. Ce qui était un peu un échec. En fait, j'ai parcouru tout le Pérou, voilà. Et c'était un échec pour 2 raisons. La première, complètement structurelle. Si on revient sur femmes monolingues quechua, la question de l'accès à l'éducation, de l'accès à l'écriture, forcément, elles vont pas forcément écrire, savoir écrire, en fait, et encore moins publier, appartenir au circuit littéraire, etc. Pourtant, je me suis tournée
vers l'oralité, pas que parce que j'ai pas trouvé énormément de sources écrites, mais parce qu'il faut savoir que le quechua, c'est une langue orale, en fait, et qu'il y a une énorme tradition de littérature orale, en fait, au Pérou, qui se fait et qui est souvent laissée de côté dans les études littéraires et même en histoire, lorsque l'histoire orale est un petit peu laissée de côté. Et c'est là où on retrouve des sources extrêmement importantes, en fait, si on veut travailler sur la perspective des femmes dans le cadre de ces processus où elles ont quand même joué un rôle assez important. Il s'agissait donc du coup de construire un corpus. Je me suis mise à compiler, en fait, du coup, des chansons que j'ai travaillées depuis la perspective littéraire, voilà, depuis les études de genre, essayer de les travailler, pas que le corpus quechua, mais de les travailler au sein de les penser au sein de la littérature nationale, enfin d'interroger la littérature nationale. C'est-à-dire, on peut plus parler de littérature nationale sans parler de littérature quechua. On peut plus parler de littérature nationale sans parler de littérature orale. C'était un petit peu ça, en fait, ce que j'ai essayé de faire avec ce travail qui était fait dans le terrain. Mais pourtant, j'arrivais pas à disons, surpasser un autre conflit que j'avais moi-même sur la question de la restitution. Et là, je reviens à l'histoire des grands-mères et de l'écriture et de l'oralité, parce que je me suis dit, bon, une fois que cette thèse sera finie, ce qui n'est pas encore le cas, mais bon, voilà, une fois qu'elle sera finie, ça sera un pavé un peu grand en français. Qu'est-ce que je vais faire avec, en fait? Qu'est-ce que je vais faire avec, avec ces femmes qui m'ont donné cette confiance qui s'est construite au long des années, avec qui, j'ai pu les accompagner, écouter leurs chansons, les compiler, etc. Et c'est là qu'est né, en fait, un projet, du coup, de celui dont je parlais au début, qui s'appelle Warmicuna, du coup, Femmes, Voix, Visage et Mémoire. C'est quoi ce projet? En fait, au début, moi, je m'interrogeais, bon, comment penser la restitution? Enfin, moi qui viens de la littérature, et moi qui suis en France, moi qui écris en français, donc on a discuté, on a présenté des possibilités qui ont été validées en Assemblée Générale, et j'insiste sur le côté collectif et de la co-construction parce que voilà, on peut toujours imposer des idées d'en haut qui ne vont pas du tout marcher, ça c'est la grande histoire des endroits de mémoire et au Pérou, mais bon, bref. Et du coup, on a trouvé, en fait, une issue qui était le fait de créer, alors, un projet qui soit à la fois virtuel, donc du coup, actuellement, c'est un site web sur lequel vous pouvez accéder, qui s'appelle warmicunahypothèse.org, je crois, dans lequel il y a toutes les chansons, en fait, qui ont été compilées. Et l'objectif, justement, et du coup, il y a plusieurs personnes qui ont participé au workshop de traduction, c'est de traduire ces chansons. Moi, je les ai transcrites, traduites vers l'espagnol. Il s'agit de les traduire vers le français, et que ces chansons puissent être accessibles, en fait, en ligne, mais aussi dans leur musée de la mémoire. Et ça, c'était extrêmement important pour deux raisons. Moi, j'avais une archive immense, en fait, de photographies, mais moi, je pouvais arriver avec une clé USB, ça servait à rien, en fait. Enfin, à nouveau, toujours ce peut-être problème de, moi, j'arrive avec mes petits ustensiles, en fait, ou outils, en fait, je sais pas, technologiques, mais qui n'avaient pas une réalité concrète pour les personnes avec qui j'avais travaillé. Donc, du coup, la virtualité, accompagnée d'un espace dans leur musée, a permis que elles, en fait, puissent s'approprier, justement, de leur propre production, en fait, qu'elles puissent avoir un espace au sein de leur propre musée qui est par ailleurs visité par d'autres personnes. Donc du coup, je disais, plateforme virtuelle où il y a les chansons qui seront traduites, qui est intégrée au musée de la mémoire d'Amfacep, en fait, qui était quelque chose qu'ils avaient proposé. Et par la suite, en fait, il y a aussi dans ce site web toute mon archive photographique, en fait, parce que ça sert à rien que ça soit sur une clé USB, mais l'idée c'est que ça puisse être accessible, bon, sciences ouvertes, tout ça, mais vraiment accessible pour tous et toutes. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, là où je fais la recherche. Bon, après, il faut produire, etc., mais il faut surtout que ces éléments-là, que ces voix-là soient prises en compte pour ce qu'elles sont, en fait, et dans l'histoire du Pérou, et dans la littérature, etc. Maintenant, il y a un autre élément qui me semble important à prendre en compte, et c'est le contexte politique péruvien. Et je pense que, moi, j'ai énormément appris par rapport à ce que, je pense qu'on a pas mal de liens très intéressants vis-à-vis de ce que dit Laura, et ce qu'il est en train de faire, qui me semble impressionnant. Et moi, j'étais tellement triste de me dire que, au Pérou, on est en train de traverser, bon, depuis un petit moment, mais actuellement en particulier, une période très délicate pour présenter ce genre de sujet. Donc, d'une certaine façon, le fait que je puisse le faire depuis la France, c'est aussi une façon de protéger ce type de recherche, ce type de production, parce que je pourrais pas vraiment le faire, en fait, depuis le Pérou. Le fait que ça puisse être inséré au sein de leur musée de la mémoire, c'est aussi très important, parce que El Museo de la Memoria, il a été clôturé par el alcalde, en fait, le
le maire qui est de droite en fait. Donc du coup, on se confronte aussi à des contextes en fait de retour conservateur, en fait des fantômes, voilà, du conflit armé, du terruqueo. Enfin, je pourrais pas revenir dans le détail sur ça, qui font que en fait, malheureusement, nous, en tout cas au Pérou, on est amené à devoir, enfin, on n'est pas tellement dans la capacité de tisser des alliances en fait avec, voilà, au niveau en fait de l'État, en fait, tout simplement. Et du coup, on se voit un petit peu essayer de trouver par des biais. Donc du coup, cette association, alors j'ai pas dit le nom, je suis désolée. L'association s'appelle ANFACEP, est l'Association Nationale des Familiares de Secuestrados, Desaparecidos y Detenidos del Pérou. Et pour que vous ayez une petite idée, ça serait un peu comme la version péruvienne des maires de la Place de Mai en fait en Argentine, sauf que ils sont basés à Ayacucho, dans les Andes péruviennes, et ils sont quechuaphones. Donc ça explique aussi qu'elles soient pas non plus autant, en tout cas au Pérou, considérées comme un grand symbole national, parce qu'ils sont aussi, voilà, avec toutes les questions de discrimination, etc., qui existent, voilà. Mais du coup, pour moi, c'était important de finir un petit peu sur ça, sur l'élément du contexte, sur les rapports qu'il y a actuellement avec l'État et la personne qui est à la tête de l'État actuellement, et voilà, et la mainmise qu'ils ont aussi sur des institutions comme le musée de la mémoire, qui font que, du coup, nous, en tant que chercheurs, chercheuses, même à l'étranger, en fait, du coup, on est peut-être en possibilité de créer des petits ponts, de créer des petits espaces, en fait, qui seront amenés à être repensés par la suite, parce que l'idée, c'est que, alors c'est un projet virtuel qui est dans un musée et qui est amené par la suite à devenir une exposition itinérante, en fait, qui est censée parcourir Lima, Ayacucho et les Andes, si le contexte le permet, qui devrait venir en France. Mais voilà, on devra toujours être en train de, voilà, être un petit peu sur, comment ça dit, c'était con cuidado, avec des pinces, quoi, parce que c'est vrai que on est quand même dans un contexte pas très favorable, en fait, à ce genre de projet. Mais j'insiste sur les possibilités qu'on peut avoir, même de l'extérieur, ou peut-être surtout depuis l'extérieur, dans ces contextes, pour essayer de repenser nos rôles en tant que chercheurs, nos différents engagements, enfin, et surtout co-construction, en fait, avec les personnes avec lesquelles on a travaillé. Voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, mais merci beaucoup. Merci Tania, et on va quitter l'Amérique du Sud pour aller vers le Nord, et avec Cléa Fortuné qui est maître des conférences en civilisation américaine à l'Université Sorbonne Nouvelle au département de l'EA, membre du laboratoire CRU et de l'ILCA, rattaché à l'Université de Grenoble-Alpes. Et ces questions de recherche portent sur la sécurité à la frontière des États-Unis-Mexique, et en particulier à Douglas, à Arizona, et à Agua Prieta, en Sonora. En 2020, elle a reçu une bourse Fulbright et a été chercheuse invitée à l'Université d'Arizona à Tucson. Et depuis 2017, elle est membre du comité de rédaction de la revue RITA, revue interdisciplinaire des travaux sur les Amériques. Et je lui donne la parole. Merci beaucoup. Alors pour ma part, je vais vous expliquer comment j'ai été amenée à me poser la question de la responsabilité sociale en tant que chercheur. Et donc je suis vraiment très contente de participer à cette table ronde. Donc merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices. Et je vais vous parler de comment je m'y prends à mon niveau. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai étudié l'impact des mesures sécuritaires fédérales dans des villes frontalières à la frontière donc États-Unis-Mexique, en particulier à Douglas, qui est une petite ville frontalière états-unienne en Arizona, et à Agua Prieta, qui est la ville sœur dans le Sonora au Mexique. Donc entre 2017 et 2020, j'ai passé en tout 1 an et demi dans ces deux villes où j'ai mené des entretiens semi-directifs avec la population locale. Et quand je suis arrivée à Douglas, j'avais un seul contact qui était celui du coordinateur d'une organisation humanitaire et binationale, donc implantée à la fois à Douglas et à Agua Prieta, qui proposait en fait différentes activités, et notamment des activités qui avaient lieu à Agua Prieta, donc du côté mexicain. Donc pour des raisons à la base personnelles, j'ai voulu m'engager dans certaines de leurs activités. Donc c'était très varié. J'ai donné des cours d'anglais dans un centre communautaire pour des enfants défavorisés qui étaient en difficulté scolaire. J'ai donné des cours de français pour des résidents d'Agua Prieta.
et j'ai été bénévole pour des activités qui venaient en aide aux migrants. Donc j'intervenais dans différents centres plusieurs fois par semaine. Par exemple, il y avait un centre de ressources pour migrants où le but était d'accueillir les migrants qui arrivaient à la frontière États-Unis-Mexique. Donc je répondais à leurs besoins, les bénévoles répondaient à leurs besoins immédiats, qui étaient principalement d'ordre humanitaire, donc leur donner à manger, à boire, leur donner des habits. Et ensuite, il y avait une partie plus administrative où on leur donnait des formulaires à remplir, ils devaient inscrire leur nom, on leur demandait d'où ils venaient, les raisons de leur migration, s'ils avaient subi des violences ou des traumatismes pendant leur parcours, et comment ils comptaient rejoindre les États-Unis, en passant par des demandes d'asile au point d'entrée ou en passant clandestinement par le mur. J'intervenais aussi dans un autre centre qui était cette fois un centre d'hébergement pour migrants et j'aidais la cuisinière à préparer les repas. Et suite à la préparation des repas, on partageait en fait le dîner avec les personnes migrantes. D'autres activités en lien avec les migrations consistaient à aller déposer de l'eau sur des chemins reconnus comme étant des passages clandestins pour migrants. Donc, ces activités de bénévolat que j'avais entrepris au départ pour des raisons personnelles ont eu en fait un impact sur mes recherches, puisque les discussions que j'ai pu avoir aussi bien avec les autres bénévoles que les enfants à qui je donnais des cours et les migrants ont participé en fait à redéfinir mon sujet. Pour mon premier terrain, j'étais partie avec une hypothèse de départ qui était d'étudier la sécurité principalement du côté états-unien. Et pour moi, la sécurité, c'était le mur qui séparait le Mexique des États-Unis et les systèmes de surveillance. Mais je n'avais pas vraiment vu plus loin. Donc toutes les discussions avec ces personnes m'ont en fait permis d'étendre la notion de sécurité et de redéfinir mon sujet de recherche. Et ces discussions, elles m'ont aussi amené à réfléchir sur ma responsabilité sociale en tant que chercheur qui travaille avec des populations considérées comme vulnérables. Alors je pense que j'ai peu de poids en ce qui concerne un impact direct sur la mise en place de décisions ou d'actions par les autorités publiques, d'autant plus en étant française, travaillant sur des aspects de sécurité aux États-Unis. Du coup, j'ai essayé de détourner un peu la chose en me demandant comment je pouvais faire pour que ce sujet soit compris et comment avertir en fait l'opinion publique sur la situation à la frontière. Donc ça passe par la présentation de mes recherches dans des milieux académiques et non académiques, des articles qui sont publiés dans des revues scientifiques, mais souvent ces revues scientifiques, elles sont destinées à un public qui est déjà averti. Du coup, je pense qu'il est important de vulgariser ces recherches pour informer le grand public. Donc, ça prend différentes formes. J'ai déjà participé à des émissions de télé ou de radio, où plus souvent encore, j'aide les journalistes à préparer leurs briefs ou leurs émissions ou leurs articles. Et dès que possible, je fais aussi intervenir les membres de l'organisation humanitaire avec laquelle j'ai travaillé, lors de séminaires de recherche, par exemple, où on a des acteurs, des binômes acteurs-chercheurs. Donc, pour conclure, je me pose la question depuis quelque temps sur comment aller plus loin, donc au-delà des médias et du milieu académique, parce que pour moi, ma responsabilité sociale en tant que chercheur, c'est de rendre compte de la question du respect des droits humains qui sont mis à mal, d'autant plus depuis ces dernières années sous l'administration Trump, mais qui continuent aussi sous l'administration Biden, avec des demandes d'asile qui sont de plus en plus refusées. Donc cette question du respect des droits humains est importante dans des sociétés qui investissent massivement dans la sécurité aux frontières pour stopper l'immigration et qui font très souvent un amalgame entre insécurité et migrants. Donc une de mes envies, c'est de collaborer avec des acteurs en dehors du monde académique, par exemple en contribuant à écrire des rapports pour des institutions internationales. Mais je trouve que ce n'est pas toujours très facile de trouver le moyen, en tant que personne travaillant dans une université, pour contribuer à leurs actions. Et donc c'est pour ça que je suis contente de participer à cette table ronde, parce que c'est l'occasion de discuter de ces sujets et de trouver des pistes de réflexion pour de différents types d'engagements. Merci.
Et merci beaucoup. Merci beaucoup Cléa pour cette intervention qui du coup fait de fait un peu le lien entre nos deux grandes aires géographiques, et on va voir où les questionnements sont assez différents, même s'ils se rejoignent aussi sur un certain nombre de points. Et donc notre prochaine intervenante, ça va être Charlotte Thomas-Hébert, qui est doctorante à Paris 1 en sciences politiques et donc qui termine en ce moment sa thèse intitulée Performing Disobedience, Engaging Power by Risking Arrest, et donc qui est centrée sur New York, il me semble, au début du XXIe siècle. Et donc c'est une thèse qui est consacrée notamment à la façon dont les dispositifs policiers, judiciaires actuels régulent la façon dont les actions, notamment de désobéissance civile, sont conçues et sont conduites aussi par les groupes de la gauche, voire de l'extrême gauche ou de la gauche radicale new-yorkaise. Et donc, entre autres, tu as effectué une ethnographie pendant un peu plus de 2 ans parmi ces groupes radicaux qui pratiquent l'action directe, mais néanmoins non violente, et qui sont donc exposés à ces risques d'arrestation. Et donc, sur ce, je te laisse la parole pour nous parler de cette expérience. Merci Irène, et puis merci aussi à Luis Miguel et aussi à l'IDEA de m'avoir invitée. Je suis moi aussi très heureuse de participer à cette table ronde. Et donc oui, donc je travaille sur un sujet, un terrain sensible en fait, parce que j'étudie, si vous voulez, une pratique qui est déviante, parce que j'étudie en fait des actions militantes qui se terminent par des arrestations. Et que mes enquêtés, en fait, ont été amenés à me raconter des choses intimes, voire potentiellement incriminantes. Et donc, ma thèse essaie de montrer, enfin, une des grandes idées qu'elle travaille, c'est de montrer, en fait, comment les dispositifs sécuritaires, en fait, non seulement produisent, mais aussi hiérarchisent des déviants. Et je regarde à la manière dont, enfin, je regarde particulièrement la pratique, donc, de la désobéissance civile, que je conceptualise en idée plutôt de risquer l'arrestation. Et comment en fait certaines catégories de personnes ou de militants sont capables de le faire et d'avoir des carrières longues. C'est-à-dire quand je dis carrière longue, c'est cumuler des dizaines d'arrestations sur des dizaines d'années. Enfin, j'ai des enquêtés qui se font arrêter depuis les années 60 et qui, même à 80 ans, se font arrêter 2-3 fois par an. Et ce, sans avoir de conséquences... ça n'a pas de conséquences légales ou judiciaires sur leur vie personnelle et privée. Donc voilà, donc j'étudie en fait pourquoi ça marche avec ces personnes-là et pas avec les autres. Et donc moi, la manière dont j'ai réfléchi en fait ma participation à la table ronde, c'était plutôt de réfléchir à la manière en fait dont les conditions matérielles, si vous voulez, de ma recherche, m'ont aidé en fait à définir mon objet. Et pour ça, en fait, je me suis penchée vraiment sur l'idée de statut, enfin du statut que j'avais, un double statut en fait d'alien en anglais, c'est-à-dire au sens légal parce que je suis pas citoyenne états-unienne, et aussi alien parce que je me retrouvais comme chercheuse positionnée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de groupes militants. Parce que pendant mon enquête, si vous voulez, j'ai dû intégrer des groupes et j'ai participé donc à l'organisation d'actions non violentes, mais qui restaient quand même illégales, comme bloquer le trafic routier, enfin bloquer des avenues comme la 5e avenue, ou aller perturber le Sénat à Washington. Ou aussi beaucoup, parce que c'est quand même pas très fréquent, mais par contre, ce qui est de manière régulière, c'est aller participer à des actions qui sont juridiquement, légalement grises, pardon pour l'anglicisme, donc qui consistent à participer à des manifestations sans permis, pendant lesquelles, en fait, je faisais partie du service d'ordre et je bloquais justement le trafic. Et pour lesquelles les gens on peut se faire arrêter pour ces choses-là. On n'a pas le droit de bloquer la circulation. Et donc voilà, donc je vais vous parler de mon statut, en fait, et comment ça, mon double statut, en fait, et comment ça a vraiment former ma recherche. Parce que n'étant pas alien au sens en fait légal, en étant non citoyenne états-unienne, ça veut dire que pour aller aux États-Unis, j'avais besoin de visa. Alors soit j'y allais en tant que touriste, avec un ESTA, donc j'y étais pendant 3 mois, mais si vous êtes déjà allé aux États-Unis sous un ESTA, vous y êtes, on vous le demande à la frontière, vous êtes là pour le plaisir, le tourisme, vous n'êtes pas là pour faire de la recherche.
J'ai aussi eu des visas, parce que j'ai fait 3 échanges universitaires, donc j'ai eu des visas de chercheuse invitée, donc sous visa J1, où il fallait que je fasse des déclarations de qu'est-ce que c'est votre recherche, etc. Donc ça m'obligeait, si vous voulez, à plus ou moins mentir, enfin du moins à dire différemment quel était l'objet de ma recherche. Je peux vous raconter des anecdotes, mais après. Parce que l'idée aussi, et le risque aussi que ça me donnait, le fait que je sois pas citoyenne états-unienne, c'est que si je me faisais arrêter, le prochain visa, en théorie, si on est arrêté, qu'on n'est pas citoyen, on peut être, etc., déporté. Mais moi, je me doutais que ça pouvait pas m'arriver parce que je reste quand même française et blanche. Donc, elles allaient pas ce sont des petites infractions, hein, qu'on commet. C'est pas un vol, enfin bref. Mais donc je savais que je risquais pas grand-chose en termes de déportation, mais par contre j'avais le risque en fait de me voir refuser le visa à la prochaine demande ou entrer, parce que quand on vous demande, et c'est pareil quand vous êtes arrêté de toute façon aux États-Unis, même quand vous êtes citoyen, les questions qu'on vous pose c'est avez-vous été arrêté et non pas avez-vous été condamné. Hein. Donc ça a quand même des conséquences aussi sur la vie des gens états-uniens. Donc moi, si vous voulez, voilà, j'ai essayé de tout faire pour pas me faire arrêter. Et j'ai choisi d'ailleurs aussi de ne pas me faire arrêter, parce que ça aurait pu m'apprendre des choses, de vivre cette expérience-là. Mais là, non. Et j'ai aussi, j'avais pas de compte sur les réseaux sociaux, et j'en ai toujours pas, et aussi parce que je voulais pas m'afficher en fait publiquement. L'idée aussi, le fait que je sois pas états-unienne, ça a aussi, ça a façonné ma recherche parce que j'avais un souci pour mes enquêtés. Je voulais pas, dans l'idée, on n'est pas censé faire du mal, en fait, bien sûr, à ces enquêtés. Et le problème, c'est que depuis, une des conséquences, c'est d'ailleurs dans ma thèse du 11 septembre, c'est qu'il y a, depuis 2001, une loi qui s'appelle le Foreign Intelligence Surveillance Act, donc FISA, qui rend légal, si vous voulez, la mise sous écoute et la surveillance des communications des citoyens et citoyennes états-uniennes qui sont en contact avec des personnes étrangères. Donc, moi, ils ont bien sûr enquêtés, on peut avoir de contact, mais je voulais pas, moi non plus, pouvoir être justifiée, en fait, une mise sous surveillance, etc. Donc, ce que je faisais, c'était j'essayais d'être la plus invisible possible, et j'ai aussi mis en place des mesures de sécurité numérique, en fait, pour me protéger moi, parce qu'aussi, quand on passe la frontière, on peut vous demander d'ouvrir vos ordinateurs, montrer vos téléphones, etc. Donc, je voulais que mes données soient cryptées et d'utiliser, bien sûr, tout ce qui était Tor, VPN, Signal, etc. Donc ça, je l'ai fait. Peut-être qu'on pourra en discuter aussi, parce que moi, j'ai pas de diplôme. Je suis pas ingénieur informatique. Donc, il y a quand même une limite à partir de laquelle il faut que je me protéger. Il y a un moment où c'était plus possible, mais j'ai essayé de le tenir le plus longtemps possible. Et aussi le fait que je ne sois pas citoyenne états-unienne, ça a aussi orienté mon choix, en fait, de me concentrer uniquement, si vous voulez, sur des organisations non violentes. Parce que les risques encourus, légaux, sont bien différents. Une autre conséquence, ça c'est plus de mon côté, en tant que chercheuse, doctorante, c'est que en France, et ça concerne aussi la sécurité de mes enquêtés, et d'ailleurs j'aurais des questions pour Esther, c'est qu'en université, et je dis pas que c'est bien, je pense que tu peux peut-être dire que c'est pas bien d'ailleurs, mais en France il n'y a pas de ce qui s'appelle l'Internal Review Board, l'IRB, qui est je ne sais pas comment le décrire, un conseil de l'université qui valide votre projet de recherche parce que vous remplissez, vous montrez en quoi vous n'allez pas justement porter atteinte à vos enquêtés. Donc un espèce de protocole éthique. Donc certes, ça peut être ça contraint. Mais je voulais quand même dire que l'IRB a un certain mérite, à mon sens. Ça, je l'ai appris grâce à un sociologue qui s'appelle John Krinsky, qui enseigne à CUNY, qui a fait un livre avec Maud Simonet, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Who Cleans the Park, sur les employés de la ville de New York qui travaillent dans les parcs, et qui, en fait, donc la recherche a été validée par l'IRB, et la ville de New York, en fait, a essayé de poursuivre Krinsky en justice pour qu'il dise, en fait, qu'il donne le nom de ses enquêtés. Et parce que sa recherche était validée par l'IRB de CUNY, il a pu avoir une assistance en fait juridique et donc se défendre. Et donc, il y a eu le respect de sa recherche. Je dis, pour moi, c'est important parce que aux États-Unis, mais aussi en France, il y a de plus en plus en fait de judiciarisation de la recherche, parce qu'on n'est pas du tout protégé en tant que chercheur en fait. Donc moi, j'avais la peur qu'on me confisque mon disque dur, etc. Mais aussi éventuellement, je sais pas que je travaille sur les États-Unis, la police française va pas venir, mais ça arrive. Il y a un cas là, dans les années 90, il y a un chercheur qui a passé 5 mois en prison parce qu'il enquêtait sur l'Earth Liberation Front. Il voulait pas
donner des éléments de son enquête. Mais même en France, au début des années 2000, il y a un doctorant, enfin maintenant les docteurs, qui s'appelle Thierry Dominici, qui travaillait sur le FLNC, qui a vu en fait la police venir chez lui saisir son travail, si vous voulez, à quelques mois de la soutenance de sa thèse. Donc, donc c'est pas grand-chose, mais quand ça vous, enfin c'est rare, mais quand ça vous tombe dessus, autant essayer de se protéger le plus possible. Et une dernière chose, parce que j'ai déjà trop parlé, donc il n'y a pas d'IRB, mais par contre, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'avant chaque entretien, si vous voulez, j'ai décidé de faire signer à mes enquêtés un formulaire de consentement que j'ai copié. J'ai une copine de NYU qui m'a filé celui qu'elle utilisait. Donc, je l'ai adapté à moi, et en mettant un beau logo de la Sorbonne, etc. Et le faisant signer, double exemplaire à mes enquêtés, avec aussi autorisation d'enregistrement, qui sont des gens, la grosse moitié de mes enquêtés, formels en termes d'entretien long, sont des activistes que je connaissais très bien. Donc, je me suis rendu compte en fait que là aussi c'était un avantage en fait d'avoir ce formulaire-là, parce qu'au moment où je les ai fait signer, je redevenais Charlotte chercheuse en fait. J'étais plus Charlotte qui pliait des t-shirts pour récolter des fonds. J'étais Charlotte avec le logo de la Sorbonne, etc. Et qui du coup ça nous remettait dans une place, je vais pas dire horizontale, parce que je sais pas si on peut vraiment avoir un rapport horizontal avec les enquêtés et inversement, mais au moins ça nous remettait dans des rôles ou des positions assez claires. Et aussi j'aimais beaucoup l'idée que il et elle vraiment consentent encore plus officiellement. Et de manière plus claire que juste de me dire oui, tu fais une thèse, ça c'est bien, etc. Cool, et qu'ils sachent pas, en fait, ils se rendent pas compte que tout ce qu'ils sont en train de me dire, moi je le note quelque part dans ma tête. Voilà, je vais laisser la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Je pense qu'on aura tous beaucoup de questions au sujet de ces expériences. Et donc, nous allons passer maintenant à la présentation de Églantine. Alors, Églantine Zatou, future maîtresse de conférence à Lyon 3, qui travaille, qui donc a achevé sa thèse sur les familles américaines de la marge, notamment les familles interraciales, multiraciales et les familles LGBTQ+. Et donc qui s'intéresse en particulier à leur relation avec la norme familiale dominante et la quête de reconnaissance à la fois institutionnelle et sociale que peuvent avoir ces familles. Et donc, elle a mené un travail de plusieurs mois, un travail de terrain, au sein d'une association LGBTQ, donc dédiée aux familles, à ces familles qui luttent pour leur reconnaissance. Et c'est de ça dont elle va nous parler aujourd'hui. Je t'en prie. Merci Irène, et merci de m'avoir invitée et à tout le monde pour ce panel très intéressant. Moi, j'ai fait un terrain de 10 semaines au sein d'une association LGBTQ dédiée aux familles LGBT, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, famille LGBT? Ça veut dire des adultes qui sont eux-mêmes LGBT et qui ont des enfants, c'est-à-dire des mineurs. Et qui les ont légalement. On n'est pas dans un contexte de famille choisie comme on pouvait l'entendre dans les années 80 dans la communauté LGBT, on est vraiment dans des relations légales de parents. Et donc, au sein de cette association, moi, j'avais le rôle de stagiaire, c'est-à-dire que j'étais non rémunérée, mais je travaillais pour l'association, ce qui me permettait d'avoir un point de vue d'initié et de faciliter la communication avec les membres de l'association. Ils étaient plus enclins à me parler parce que j'avais un rôle au sein de l'association, notamment, donc mon rôle c'était de participer à l'organisation de leur événement annuel qui s'appelle Family Week, qui a lieu tous les ans depuis 1994 à Provincetown, Massachusetts, au mois d'août. Et donc c'est le plus grand rassemblement de familles LGBT du monde. Donc l'année où moi j'ai participé, il y avait 560 familles rassemblées, c'est-à-dire environ 1700 personnes. Et donc moi, quand j'ai entendu parler de ce panel, ça m'a tout de suite fait penser au fait que l'association que j'ai étudiée, elle utilise les sciences humaines dans son travail militant. Et donc c'est surtout de ça dont je vais parler. Après, si j'ai le temps, je vous parlerai aussi de mon expérience à moi au sein de l'association, mais c'est surtout la façon dont l'association utilise les recherches en sciences sociales à des fins politiques. Donc, premièrement, le travail de l'association se situe, ses militants
par nature, mais ça se situe au sein des guerres culturelles actuellement sur la définition de l'identité américaine et aussi de la définition de qu'est-ce qu'une famille socialement reconnue et vue comme bénéfique, entre guillemets. Et donc, dans le cadre de cette guerre culturelle, les deux côtés de l'échiquier politique, donc la droite et la gauche, donc l'association que j'ai étudiée se situerait plutôt à gauche, mais ils sont... Enfin, c'est compliqué, mais ils se situeront, on va dire, à gauche, for now. Et donc... ils utilisent la recherche pour se défendre, parce que par exemple, vous avez des personnes très conservatrices comme James C. Dobson qui utilisent des travaux de chercheurs pour prouver que la recherche montre qu'il faut que les enfants aient un papa et une maman. Le problème de James C. Dobson, c'est qu'il a utilisé... pour un exemple très précis, en 2006, le moment où Mary Cheney, la fille du vice-président américain à l'époque, qui est donc était enceinte et allait élever ses enfants avec sa femme, ce qu'elle fait toujours aujourd'hui. Et donc James C. Dobson a utilisé les travaux de deux chercheurs en particulier pour montrer qu'elle avait tort de faire ça. Et donc le problème de cette utilisation de la recherche, c'est que les deux chercheurs en question, ils se sont plaints parce que, bien sûr, il avait déformé leur recherche et que eux, leur recherche n'avait pas du tout pour but de montrer que les enfants ne peuvent être éduqués que par un homme et une femme. Et donc, ça montre une première zone de tension dans la recherche, c'est-à-dire qu'une fois que nous, on a produit quelque chose, on n'est plus maître de ce qu'on a produit et ça peut être utilisé à des fins politiques par des personnes avec qui on n'est pas d'accord, qui déforment la recherche. Parce que s'il avait utilisé de manière correcte intellectuellement, bon, d'accord, mais là, c'était pas, il a fait dire à ses chercheurs l'inverse de ce qu'il voulait dire. Donc bien sûr, ils se sont plaints, mais on va dire que sa publication à lui, qui utilise la recherche de manière erronée, a eu beaucoup plus d'impact parce que ça a été publié dans Time Magazine que leur réponse qui a été envoyée par le biais d'un billet de blog sur un site d'extrême droite. Enfin bon, même moi j'ai eu du mal à le trouver. La réponse, donc vous voyez. Pour se défendre, donc Family Equality, l'association que j'étudie, utilise également la recherche et elle le fait à bon escient. Mais tout de même, donc elle utilise la recherche pour se défendre et pour répondre aux attaques de la droite conservatrice. Elle utilise aussi la recherche quand elle s'adresse aux institutions, donc que ce soit au président. Par exemple, pendant la campagne de 2008, ils avaient écrit une longue lettre à Barack Obama avant qu'il soit élu, donc quand il était candidat, dans lequel ils citent des études pour... Quel est le but de l'association? C'est de montrer que, je cite, les enfants vont bien et que donc les familles LGBT méritent d'élever des enfants parce qu'ils sont tout à fait à même d'élever des enfants qui vont bien. Ensuite, elle utilise aussi, elle rédige des mémoires d'amicus curiae, donc c'est des mémoires d'amis de la Cour dans les grandes affaires qui sont entendues par la Cour suprême fédérale. Et donc dans ce cadre-là, elle utilise aussi des études pour montrer toujours la même chose, que les enfants vont bien. Il en va de même quand elle s'adresse au Congrès. L'association a déjà été auditionnée au Congrès et elle mentionne à ce moment-là 30 ans d'historiographie dans divers champs d'études, toujours pour prouver que les enfants vont bien. Et ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'association produit des études. L'association mène des études sur ses adhérents. Et donc là, qu'est-ce qu'ils veulent prouver? En 2008, ils ont fait une étude avec GLSEN, The Gay, Lesbian and Straight Education Network. Et donc cette étude visait à montrer que les parents homos sont meilleurs que les parents hétérosexuels parce que ils sont beaucoup plus impliqués dans la vie scolaire de leurs enfants que les parents hétérosexuels. Alors qu'en fait, ça c'est moi qui l'ai montré, alors qu'en fait la fracture elle n'est pas entre parents homosexuels et parents hétérosexuels, elle est entre parents de classe moyenne et parents de classe sociale plus défavorisée. C'est pas que les parents de classe sociale plus défavorisée ne s'intéressent pas à leurs enfants, c'est pas ça la différence. La différence c'est que ces parents-là ont moins confiance dans les institutions et que donc ils ne vont pas avoir, j'ai envie de dire l'audace, mais non, c'est pas ça. Ils ont peur d'aller se confronter à l'institution et donc ils y vont pas. Et donc comment est-ce que Family Equality mesure l'implication des parents? C'est par exemple, est-ce qu'ils sont bénévoles au sein de l'école pour participer aux sorties scolaires, etc. Donc vous comprenez bien qu'effectivement les parents qui sont très pauvres, ils ont juste pas le temps. Ils n'ont pas le temps non plus de payer des choses pour l'école, parce qu'aux États-Unis, il faut parfois payer des choses, des activités extrascolaires, etc. Donc bien sûr de dire les familles homo, eux ils financent, c'est parce qu'ils ont l'argent, c'est pas parce qu'ils sont homo en fait. Et ensuite,
dans quelle mesure est-ce qu'ils participent aux rencontres parents-professeurs. Et ça, Annette Larreau, une sociologue de Pennsylvanie, a montré que ça, c'était vraiment un habitus de classe et que ça n'avait aucun rapport, évidemment, avec l'orientation sexuelle ou même la race. Elle a étudié les différentes classes sociales et leur posture dans les rencontres parents-profs pour montrer que les personnes de classes plus défavorisées ont une attitude de retrait et de crainte par rapport à l'institution scolaire, de ne pas se sentir légitimes en son sein, alors que les familles de classe moyenne se sentent légitimes et donc vont défendre leurs enfants et vont, ou en tout cas essayer de solutionner s'il y a des problèmes. Et donc, Famille Éco-Récit produit des études, mais en fait, elle a un message qu'elle veut faire passer. Donc là, dans le cadre de cette étude sur le positionnement dans l'institution scolaire, il s'agissait de montrer que les parents homo, on peut leur faire confiance et qu'ils méritent d'avoir des enfants. Et ensuite, en 2019, ils ont fait une autre étude pour montrer que le désir d'enfant était universel et que donc les familles homo devraient avoir le droit d'avoir des enfants parce que avoir envie d'avoir des enfants est un désir universel et que donc il faut que la société s'adapte. Et donc ils ont fait une étude sur 500, il y avait 500 participants pour montrer que 90% des personnes, non c'était pas 90, c'était 78% des personnes LGBT veulent avoir des enfants dans le futur. Mais la méthodologie était un peu, elle n'était pas parfaite parce qu'elle disait personne LGBT. On ne sait pas où ces personnes vivent, on ne sait pas quelle est leur classe sociale, on ne sait pas quelle est leur race, on ne sait pas quelle est si par âge, il faisait par âge. Mais il manquait beaucoup d'autres données sociologiques et démographiques et qui ne permettaient pas véritablement d'évaluer la qualité du travail. Et puis ensuite, ils présentent des pourcentages sans donner réellement les chiffres entiers. Et donc on a l'impression que 78% c'est tout le monde, alors qu'en fait c'est 300 personnes, quoi. À l'échelle des États-Unis, c'est pas non plus forcément représentatif de la population en général. Et je n'aurai pas le temps de parler de mon positionnement à moi, mais si vous voulez me poser des questions dessus, je suis là. Mais voilà, moi je voulais surtout parler de ça, de la façon dont vraiment je veux dire, ils viennent de commencer une nouvelle étude la semaine dernière, quoi. Donc c'est tout le temps qu'ils font des études et qu'ils essayent de voilà, donc c'est intéressant. Merci. Oui. Et merci encore. Merci beaucoup. Donc, vous avez entendu Églantine qui vous invite à lui poser plus de questions tout à l'heure sur son positionnement sur ces questions-là. Et je vais donc inviter notre dernière panéliste à présenter son intervention. Il s'agit donc de Esther Sina, qui est maîtresse de conférence en civilisation américaine, civilisation des États-Unis, à l'université de Versailles-Saint-Quentin, et qui travaille notamment sur l'histoire du racisme et des écoles, sur le financement ou l'impact du racisme dans le financement des écoles publiques dans le sud des États-Unis, et qui par ailleurs a également un parcours d'engagement au sein du milieu carcéral américain, indépendant de ses recherches. Et donc je vais la laisser présenter cette histoire. Merci beaucoup à vous deux pour l'invitation. Merci à le public. Désolée d'être la dernière, mais on y est presque. Alors brièvement, effectivement, mes recherches, c'est sur le racisme dans le financement des écoles publiques dans le sud des États-Unis. Mais ce sont des recherches en histoire, ce qui me différencie un peu, je pense, du reste du panel, puisque voilà, mon travail porte sur le XXe siècle, bon, jusqu'à nos jours au XXIe siècle, mais il y a des questions qui se posent différemment sur l'histoire. Et effectivement, j'ai eu tendance à séparer mon engagement social militant de mes recherches, parce que je pense en fait la question de la légitimité assez différemment dans la recherche et dans l'engagement concret auprès des communautés. Mais je voudrais dire déjà, avant de donner plus de détails, que je vis de toute façon ma recherche en elle-même comme un engagement. Ma méthodologie et mes approches scientifiques, j'espère qu'elles éclairent certaines questions avec des implications concrètes, notamment sur les inégalités scolaires aux États-Unis. Et donc, j'espère qu'elles ont, ça serait dans le cas idéal, qu'elles aient du potentiel vis-à-vis de réformes éducatives. Donc, j'espère que mes conclusions, en tout cas, viennent nourrir le travail de militantes et militants qui se battent pour l'égalité à l'école et notamment l'égalité raciale. Mais ce n'est pas moi qui fais ce travail de militantisme, voire, je dirais presque, ce n'est pas à moi de faire ce travail.
On abordera sûrement plus dans les questions, l'idée de positionnement de la chercheuse et du chercheur. Et je voudrais juste dire pour l'anecdote qu'au départ, quand j'ai commencé ma thèse, je pensais travailler sur l'expérience des élèves noirs pendant la déségrégation des écoles, donc dans les années 70 aux États-Unis. Et j'ai décidé, pour des questions de positionnement, de ne pas poursuivre sur ce sujet et de regarder les choses de façon plus systémique sur le financement structurel des établissements publics. Par ailleurs, de façon générale, pour les questions d'égalité raciale que je traite, je n'ai jamais entendu de la part des personnes concernées un besoin ou un désir de participation directe de ma part dans leurs actions, dans leurs écoles par exemple, pour des luttes contre la fermeture de certains établissements. Il y a des personnes qui ont dit avoir apprécié mes travaux et les avoir lus, mais c'est souvent là que le dialogue a pris fin. Il est par ailleurs, pour des raisons évidentes, difficile pour moi de m'intégrer dans le tissu local états-unien en raison de la distance, mais je dirais que même lorsque j'étais sur place pendant ma thèse, c'est vraiment la question de l'appartenance raciale et communautaire qui me questionnait. Pourquoi ? Peut-être en raison d'une expérience très formatrice que j'ai eue pendant ma thèse à Columbia, à l'université qui est à New York. J'ai été assistante de recherche pour un projet sur l'histoire des écoles d'Harlem. Et il faut savoir que Columbia est située à Harlem, même si Columbia appelle le micro-quartier Morningside Heights en partie pour se différencier d'Harlem. Et il y a une question d'ailleurs très géographique de hauteur dont on pourrait parler pendant des heures. Et les relations étaient parfois extrêmement tendues entre les chercheuses de Columbia, notamment ma co-directrice de thèse, Blanche, et les résidentes et résidents d'Harlem, qui étaient souvent très méfiantes et méfiants de cette institution d'élite, une institution qui représentait une oppression à plein de niveaux, notamment immobilier. Et avec des questions d'extraction, en fait, puisque le projet en question sur les écoles d'Harlem, c'était surtout de l'histoire orale. La question du nom du projet lui-même a beaucoup cristallisé les tensions, puisqu'à la base, le projet s'appelait Educating Harlem, ce qui faisait référence en fait à la façon dont les enseignantes et enseignants d'Harlem ont éduqué les jeunes générations d'Harlem, mais il y avait une ambivalence qui a fait que le projet a changé de nom et s'appelle maintenant Harlem Education History Project pour lever toute ambiguïté, puisque beaucoup reprochaient au nom Educating Harlem de la suggestion que Columbia faisait l'éducation d'Harlem. Et donc j'ai beaucoup appris de certaines de ces discussions. Mais comme mes collègues, j'ai bien sûr toujours eu un vif intérêt pour les questions de justice sociale à mon échelle personnelle. Et donc j'ai toujours veillé à m'engager sur le terrain, mais en faisant attention à mon positionnement. On pourra revenir sur les interventions dans les médias. Je n'avais pas pensé à cette question pour la table ronde, mais on pourra en parler plus longuement. Mais comme l'a préfacé Irène, j'ai enseigné sur l'île carcérale de Rikers Island, à New York, dans une prison pour femmes. Et dans ce lieu, comme vous pouvez vous en douter, la question de la discrimination raciale institutionnelle et systémique était extrêmement saillante. Donc je me suis rendue dans ce lieu extrêmement marquant et extrêmement violent 1 à 2 fois par semaine pendant 2 ans, de 2016 à 2018, en plus dans un contexte assez particulier politiquement, et j'ai levé des fonds pour l'association. C'est un engagement qui m'a beaucoup tenu à cœur, mais mes cours n'avaient jamais aucun rapport avec ma recherche. J'ai donné surtout des cours d'art plastique, d'écriture, de littérature, en créant un magazine littéraire. J'ai donné des cours de français, parce qu'en fait, c'était pas concevable pour moi, de toute façon, d'expliquer à des femmes racisées, incarcérées, l'histoire de l'oppression systémique aux États-Unis, de leur expliquer qu'elles étaient opprimées de façon systémique, puisque, bien entendu, elles le savent bien mieux que moi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup et à toutes les intervenantes pour ces passionnantes présentations. Je vais m'essayer à tirer quelques fils de toute cette présentation pour donner la parole au public, parce que nous tenions à ce qu'on puisse vraiment échanger avec vous et que vous puissiez échanger avec nos intervenantes. Donc,
parmi ces 6 interventions, on a, pour le résumer d'une certaine manière, on a identifié différentes modalités et trajectoires d'engagement. Donc on a pu entrevoir des trajectoires d'engagement militant préalables qui dialoguent avec le travail des recherches au fil de son évolution. Et on voit là le poids des rencontres, le poids des contextes. On a vu en l'occurrence que l'expérience de terrain et les conditions de contexte politique jouaient un rôle définitoire dans ces engagements. Et on a vu aussi que parfois l'engagement est plus centré sur la recherche, dans la recherche elle par elle-même, et que cette façon de travailler, cette façon de se rapprocher des populations permet d'être plus près du terrain, de trouver de nouvelles formes de production des connaissances en lien avec les objets, les populations enquêtées. Et on a vu aussi le poids des rencontres avec des gens et des problématiques spécifiques. Ça paraît évidemment banal, mais c'est complètement essentiel. Pourquoi est-ce qu'on finit par justement travailler dans un milieu carcéral? Donc il y a une rencontre pas du tout inespérée, on pourrait le dire ainsi. Et on voit aussi les poids des engagements bénévoles lors de ces terrains. On voit apparaître un deuxième fil, c'est les modalités des relations aux politiques, et je choisis bien mes termes, pas à la politique, donc un rapport différent aux populations, donc parmi les 6 interventions, une pression parfois ou une initiative, un souhait de changer la vision des politiques, que ce soit pour éclairer l'opinion publique, pour vulgariser la recherche, pour espérer que les organisations internationales s'en saisissent autrement, que les journalistes cadrent les problèmes publics. Et parfois, on espère aussi que les conclusions vont alimenter les militants aussi avec nos travaux. Et on voit aussi, et enfin, les poids des contextes politiques et judiciaires, donc la judiciarisation de la recherche qui a été évoquée. Et enfin, le troisième fil pour vous donner la parole, c'est les modalités de transformation des objets de recherche. Donc on a vu apparaître des ruptures épistémologiques, pour reprendre un terme qui a été employé. La façon dont aller sur le terrain, être pluridisciplinaire va permettre de saisir les voies autrement, de saisir les objets, de s'emparer des objets autrement. Et donc la question évidemment de la restitution, de qu'est-ce qu'on fait de ce savoir, comment on fait cette transaction de ce savoir avec les personnes auprès de qui on enquête. L'engagement dans la recherche, notamment des objets sensibles, mais pas que, pour l'éclairage par exemple des inégalités aussi, et une attention, un regard plus fin sur les usages politiques de nos recherches, c'est apparu également, et enfin parfois un souhait d'étanchéité, d'essayer parfois de faire cette espèce d'ouverture et des fermetures entre nos recherches et le travail d'engagement. Et avec du coup ces 3 grands fils, donc les modalités de trajectoire d'engagement, les modalités des relations politiques et les modalités de transformation des objets de recherche. Et on voudrait vous écouter, vous donner la parole. Qui souhaite commencer avec une première question ? Merci, je profite de la proximité qui m'est offerte pour me saisir du micro. Merci à toutes. Marie Moreau de l'Université Lyon 3. Et je voulais commencer avec une question tout à fait naïve et pas novatrice et très bateau, mais on m'a tendu une perche, Esther m'a tendu une perche, donc j'y vais. Sur le positionnement du chercheur, enfin de la chercheuse, et en particulier le fait d'être extérieur à la communauté sur laquelle on travaille. Dans quelle mesure est-ce que c'est problématique d'être extérieur, d'être parfois sachant, parfois blanc, parfois privilégié, parfois européen. Et en fait, je trouve que toutes dans vos descriptions, vous avez plus ou moins parlé d'un biais pour intégrer cette communauté en apprenant le quechua, en devenant bénévole, en devenant stagiaire, en devenant militant. Toi, Esther, justement, tu parlais d'avoir dû peut-être changer d'objet d'étude. Donc, est-ce qu'on peut faire du terrain éthique socialement en étant extérieur à la communauté sur laquelle on travaille ? Moi, je peux commencer. Je vais juste commencer parce que du coup, j'ai fait le choix de ne pas intégrer et justement de changer d'objet d'étude pour avoir quelque chose de plus quantitatif
parce qu'en fait, je n'avais pas l'envie ni la légitimité, à mon sens, pour chercher à intégrer des communautés qui n'étaient pas les miennes et où les discours sont préexistants justement de méfiance et de refus d'extractionnisme, comme le diraient ces groupes-là. Et donc j'ai changé et maintenant j'ai des données quantitatives qui, j'espère, servent les combats d'autrui. Moi, je voudrais juste dire sur ce point qui est très intéressant et qui m'a beaucoup préoccupé aussi, c'est que moi, j'ai trouvé qu'être extérieure, doublement, de toute façon, en tant que Française, en fait, juste mon prénom, en fait, Églantine, clairement, ça peut pas être américain. Donc, en fait, quand j'ai cherché des personnes pour les interviewer, c'est un ami qui a posté sur son mur Facebook, j'ai une copine qui s'appelle Églantine qui cherche. Il a même pas mis que j'étais française, tellement que c'était évident que j'étais pas américaine. Enfin, c'était sûr, quoi. Et j'ai trouvé que c'était bien parce que du coup, les personnes que j'ai interrogées, etc., ils avaient envie de me parler déjà pour montrer que, regardez, les États-Unis c'est super, en France vous comprenez pas, bon. Et après, il m'expliquait beaucoup plus de choses du coup, parce qu'il disait mais en France vous avez pas ça, je crois. Et donc moi je disais toujours oui on n'a pas ça, même si c'est pas vrai, mais pour qu'ils m'expliquent avec leurs termes qu'est-ce que eux ils veulent dire. Et j'ai trouvé que c'était intéressant que eux ils me voient comme quelqu'un qui connaît rien, et parce que du coup ça les force à expliquer tout. Donc ils expliquent. J'ai l'impression qu'ils expliquent beaucoup plus de choses et que c'était très intéressant pour moi d'être extérieur. Et après, moi je ne suis pas membre de la communauté LGBT, mais ce qui était intéressant dans la sous-communauté où j'étais, parce que c'est une sous-communauté de famille, c'est que ça, par contre, personne ne me le demandait jamais. De toute façon, vu que j'étais française, j'étais déjà pas dans le truc, donc et ça, on m'a pas demandé, parce qu'ils estiment que dans cette sous-communauté, ils estiment qu'il y a tellement de moyens d'être membre qu'en fait, on ne demande pas aux gens parce que c'est trop intime. Donc, si vous êtes là, avec le t-shirt orange de l'association, c'est que c'est bon. Pour moi, ça permettait d'intégrer et d'avoir accès à des espaces protégés. C'est-à-dire qu'en tant que membre, j'ai pu assister à des discussions au sein des membres de l'association qui n'étaient pas ouvertes au public. Et donc, moi, c'était vraiment pour pouvoir... voilà. Oui. Et alors pour ma part, c'est vrai que je suis péruvienne, mais je suis de Lima et j'habite à Paris et je fais de la littérature. C'est très compliqué en fait. Je suis toujours été nommée sociologue ou anthropologue, alors que mais je pense que dans mon cas c'est un peu particulier. Bon, c'est un sujet effectivement un peu tendu. Il y a aussi eu pas mal d'extractivisme académique, ou en tout cas pas mal de gens qui ont traité cette question d'un point de vue disant donne-moi ton témoignage et puis après ils revenaient plus en fait. Mais disons que dans mon cas, alors moi je m'étais intéressée sur les questions de mémoire et droits humains et j'ai frappé les portes de cette association avant même de réfléchir en fait à c'était pas au début dans mon corpus où je l'avais pas calculé mais c'est c'est le fait d'avoir été aux côtés de ces femmes pendant 3 ans et du coup c'est pour ça que c'est très important en fait que ce corpus n'est pas né en 2017 lorsque j'ai fait mon premier terrain, où d'ailleurs il y avait une énorme méfiance parce que c'est tendu et c'est complexe en fait. Bon, il y a plein d'anecdotes que je pourrais vous raconter aussi plus tard. Mais ce corpus est né justement, et je pense que ça c'est toute l'importance de ce type. C'est des chansons que ces femmes-là ont créées, pas avec cette vocation initiale de les présenter en public en fait. Donc elles ont chanté pour des questions, de remémorer un peu, leurs êtres disparus, des questions plus parfois thérapeutiques, etc. Mais qui ne pouvaient apparaître à une autre personne que si des liens de véritable confiance en fait, je mets des guillemets en véritable, mais étaient tissés et de façon sincère, je trouve pas trop les mots, mais du coup c'est le fait qu'on ait tissé ces liens en amont a fait que le corpus puisse apparaître en fait, que ces chansons et que ce partage et cet échange etc. puissent apparaître. Donc du coup dans mon cas alors il y avait pas l'idée avant du processus de terrain, mais voilà, c'est apparu un petit peu mais après je pense que en fait disons
j'insiste, je suis péruvienne, mais je reste une ovni, en fait. Donc, à mon avis, oui, il peut y avoir des différences, si on est différents degrés d'extériorité, mais après, plein de choses se construisent dans la façon dont on entame ces relations avec les personnes avec qui on travaille, en fait, justement. Et c'est ça ce qui crée la communauté, en fait, justement, en fait. Ouais. Est-ce que peut-être une question qui s'adresse, un axe, mais à vous deux, du coup, est-ce que le fait d'avoir entrepris aussi ces recherches depuis la France vous donnez un statut particulier face à ces questions à vous deux, puisque vous étiez... Oui, moi j'aimerais bien répondre également un tout petit peu, continuer un peu sur ce que tu disais, Tania, justement. Et moi c'est un peu pareil, hein, donc colombienne, mais pas membre d'aucune communauté autochtone, etc. Et puis en étant en France, etc. Même si j'étais en Colombie grâce au contrat de l'IDEA et que j'ai pu rester quand même assez longtemps au sein de la communauté, mais je pense que c'est effectivement des manières, c'est-à-dire c'est des relations de longue durée qui se tissent progressivement, et la confiance elle n'est pas facile à mettre en place, mais du coup, et pour l'exposition, et justement nous on est parti vraiment depuis le tout début, hein, au moment où on a commencé à envoyer le dossier pour MinCiencias, donc l'équivalent du CNRS en Colombie, et on avait déjà entrepris ce dialogue avec les gens, c'est-à-dire on s'est assis virtuellement parce que c'était l'époque du Covid, etc. Donc c'était pas forcément compliqué, mais en même temps ça nous a beaucoup rapprochés, et on a pensé ça ensemble. Et c'était des personnes avec qui on avait un contact. Donc Salima, qui est l'autre commissaire de l'exposition, elle était en contact avec des personnes de l'Amazonie, des Murui en particulier, et moi avec avec certaines personnes Wayuu. Et c'est ainsi que nous avons commencé à construire dès le départ cette interlocution. Et donc au moment où on est arrivé en 2022 et pour faire le travail de terrain, et cette fois-ci physiquement dans les territoires, et c'est eux en fait qui ont été complètement les interlocuteurs. C'est eux qui nous ont dit là, et on va s'asseoir de cette manière-là autour de cette tulpa, et parce qu'on veut que vous soyez là. Et par exemple, une fois on était en Amazonie et c'était assez parlant, c'est-à-dire la première fois on avait des chaises en plastique la première nuit, et un peu loin du Mambiadero dans lequel on faisait le travail de dialogue, bref. Et après, le lendemain, on avait quand même les petits sièges, los bancos Murui, et qui symbolisaient justement cette idée de c'est bon, vous pouvez venir dialoguer avec nous. Et donc c'est aussi, c'est des choses qui se créent constamment, qu'il faut soigner énormément, non? C'est un soin, c'est-à-dire pour nous également cette exposition, ça a été un laboratoire de soins du lien et de la parole et de l'écoute et de pouvoir co-construire quelque chose à partir de ce soin de la relation sociale, et qui a été essentiel dès le départ. Pour revenir sur la question France, en fait, à mon avis, en tout cas dans ce que je travaillais, disons que la France alors parfois, paradoxalement, être en France peut se ressentir aussi loin qu'être à Lima, en fait, par rapport à comment la situation peut être, au sein du même pays. Ça d'un côté. D'un autre côté, le fait que au sein du projet que j'étais en train de proposer, il y a eu ce côté projet trilingue, c'est-à-dire quechua, espagnol, français. Ça a donné un autre statut à la France, en fait, qui n'était plus seulement cet endroit bizarre d'où Tania vient, en fait, mais voilà, ce projet, nous on sera aussi en France, en fait. C'est pas juste là où j'habite, mais là où Infacet va être aussi, en fait. Et donc du coup, ça a changé aussi un petit peu le rapport à cet endroit d'où moi je venais, et ça contribuait à cet aïni, en fait. Voilà, cette réciprocité dans le travail et ces allers-retours, en fait. Mais j'insiste un peu sur ce côté, parfois même au sein d'un pays, les distances symboliques sont extrêmement grandes. Donc ça peut jouer aussi, en fait. Je voudrais juste ajouter que pour moi, le fait d'être étrangère, surtout du côté mexicain, pour travailler avec les populations migrantes, ça a été un avantage. Et surtout d'être une femme,
parce que c'était assez intriguant pour eux de voir une femme seule autant de temps dans une petite ville frontalière, les villes frontalières mexicaines étant souvent considérées comme plutôt dangereuses. Et du coup, je voyais que ça suscitait un peu leur curiosité et ça leur faisait plaisir aussi d'échanger. Et il y a un lien de confiance comme ça qui s'est établi. Donc ça, c'était un avantage. Et au début, je me suis posé la question de la légitimité de travailler avec les migrants. Pourquoi ils me raconteraient leur histoire alors que moi j'ai rien en fait à leur apporter. Et finalement en fait c'est le fait de s'investir dans des activités, juste le fait de préparer à manger et de partager un repas avec eux, c'est déjà quelque chose qui en fait est super. Ça instaure un lien de personne à personne en fait. Et là où j'ai rencontré le plus d'obstacles du fait d'être étrangère et d'un milieu privilégié, c'est au final avec des blancs du côté états-unien. Et moi, enfin, une des choses, qui a vraiment, ça a formé mon objet, c'est le fait que je suis blanche. Et en fait, j'ai pas pu accéder au groupe racisé. Je pouvais aller aux manifestations si vous voulez, mais j'ai jamais pu décrocher d'entretien avec les leaders qui répondaient. J'ai eu des entretiens avec des personnes qui font partie de groupes qui sont affiliés à Black Lives Matter, par exemple, et ces personnes-là sont toutes blanches. Et m'ont donné le numéro de leurs amis, etc., mais leurs amis m'ont pas répondu. Et ce que je comprends très bien. Et du coup, ça a vraiment formé mon objet de recherche, parce que c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, moi, je faisais une thèse sur la blanchité. Du coup, je me suis formée là-dessus. Ce qui aussi, d'ailleurs, est une autre manière en termes d'engagement, on en parlait. Ça m'y fait penser tout à l'heure en vous écoutant, mais je pense que oui, les choix épistémologiques, en France, vu la situation actuelle politique et puis aussi le champ universitaire, certains choix épistémologiques, c'est aussi une manière de s'engager, en fait. Donc, voilà. Pardon, est-ce que je peux vous poser une question très rapidement? Vous m'entendez? Oui. Alors, vous avez parlé, quelqu'un d'entre vous, sur le danger, on peut dire. Et en fait, ça m'a fait penser à deux différentes questions. Par exemple, avant, tu avais dit que, en fait, peut-être être en France et faire la thèse en France, ça t'a amené un petit peu de sécurité et de distance. Je me demandais si, peut-être c'est différent avec les réseaux sociaux, mais est-ce que ça pose une limite pour faire un dialogue, par exemple, aux personnes qui sont intéressées dans l'Amérique latine ou au Pérou avec un sujet pareil? Et c'est un petit peu sur la même ligne de danger, safety. Je voulais te poser une question à toi parce que qu'est-ce que tu faisais si, c'est un peu bête comme question, mais qu'est-ce que tu faisais quand tous les jours, dans le daily basis, quelqu'un te posait une question de qu'est-ce que tu faisais comme recherche? Est-ce que tu demandais exactement qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que c'est une chose que tu faisais avoidance ou c'était plutôt une réponse recherchée ou une chose que tu dis, du coup, comment est-ce que ça menait? Ça m'intéresse parce que si moi, par exemple, je suis intéressée sur la violence de narcose au Mexique, et bien sûr que faire une recherche là-bas, je me dis toujours, mais qu'est-ce que je vais répondre au Mexique quand les personnes me demandent qu'est-ce que j'ai fait comme thèse? Et bon, c'est tout. Alors, pour répondre rapidement, moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma thèse, c'est que j'ai fait mon terrain sous Trump. Donc, je pouvais répondre honnêtement. C'est pas comme si je l'avais dit ouvertement, je sais pas, dans le milieu de l'Alabama. Je veux dire, donc les gens me soutenaient beaucoup. Des fois, d'ailleurs, on me remerciait pour mon travail. Mais par contre, je me suis... Parce qu'on peut pas... c'est difficile d'être toujours ouvertement chercheur ou chercheuse quand on est dans les groupes militants, parce que quand vous êtes au milieu d'une manif, vous pouvez pas dire attention tout le monde, je fais de la recherche. Sachez que tout ce qui se passe là, ça risque éventuellement d'être dans ma thèse. C'est pas techniquement possible. Donc je me suis dû me résoudre à me dire, tant que j'ai, même si c'est des groupes horizontalistes, tant que j'ai l'accord des leaders, leaders, qui m'a toujours pour être là, moi ça me va. Et dans les réunions ou dans les groupes affinitaires, par contre là, je faisais toujours en sorte de dire qui j'étais, etc. Puis au bout d'un moment, les gens oubliaient. De toute façon, les gens oublient toujours, ou les gens me posaient pas la question, se posaient pas trop la question non plus. Je vais juste ajouter un truc sur la distance, pardon, mais c'était pas forcément pour moi. Mais en vous écoutant, ça m'a rappelé quelque chose de l'un des avantages quand même, je pense, de pas vivre en continuité ou complètement de pas être
d'être basé en France et de faire des allers-retours, ou même être sur un terrain étranger pour un nombre d'années en fait donné. C'est quand même, je pense qu'il y a l'avantage du fait de pouvoir, enfin non, c'est l'avantage d'en partir en fait. Ça permet, enfin moi ça m'a permis de prendre de la distance, enfin de récupérer de l'objectivité, et aussi tout bêtement ça m'a permis de finir mon terrain. Enfin, j'ai une amie qui fait sa thèse sur Extinction Rébellion Paris, qui est doctorante à Paris. Elle n'arrive pas à sortir de son terrain, c'est pas possible, parce qu'elle est sur place et que oh mon Dieu, enfin même si elle va plus aux réunions, bah, elle va voir sur Twitter, enfin puis les gens là, enfin donc je sais pas comment vous l'avez vécu. C'est vrai que c'est les contraintes d'accéder au terrain, mais on a quand même l'avantage de pouvoir en sortir en fait physiquement. Je réponds peut-être à peut-être pour donner un peu le contexte au niveau péruvien, même en dehors de ce qui se passe actuellement. Effectivement, il y a voilà, depuis le retour à la démocratie, c'est voilà, est-ce que si Keiko Fujimori, enfin bon, bref, et même nous, on travaille sur le conflit armé péruvien, on se dit toujours, bah, est-ce que on va pouvoir continuer, est-ce que nos recherches vont être censurées, est-ce que, enfin du coup, qu'est-ce que et d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé d'être à Ayacucho et d'avoir enfin comment dire, des harcèlements par les réseaux sociaux, en fait, par des gens qui n'étaient pas très contents par rapport à des productions que j'avais faites. Et c'est vrai que ça m'a fait peur, parce que justement, j'ai jamais ressenti cette peur en France, parce que j'étais en France, en fait. Mais du coup, une fois que je vais au Pérou pour justement diffuser, en fait, ces productions, parce que là, du coup, c'est vrai que, enfin, moi, je parie surtout sur le fait je produis en français et en espagnol, parce que l'idée, c'est que ça circule aussi au Pérou. C'est vrai que la dernière fois que j'étais à Ayacucho, j'ai été confrontée à ça, et c'est vrai que ça m'a posé plein de questions, en fait, justement, et le contexte actuel en fait, effectivement, parce que je suis plus retournée en fait depuis tout ce qui s'est passé, je me pose vraiment des questions sur si jamais parce qu'il y a vraiment des groupes d'extrême droite qui font des actions violentes dans ce genre dans des présentations de livres en fait, donc c'est vrai que c'est à réfléchir, et ça sera à réfléchir, je pense aussi avec l'association, parce que voilà, et ça, c'est pour ça que c'est important aussi. Enfin, moi je suis jamais seule en fait, ça c'est vraiment, et j'insiste sur le côté collectif. Bref, ça d'un côté, mais d'un autre côté, pour revenir sur la question du dialogue, c'est la raison pour laquelle, alors nous on a fait un livre qui s'appelle La violencia que no cesa, huellas y persistencias del conflicto armado. Non, si, le Pérou contemporain, pardon, qui était publié du coup d'abord au Pérou en 2021 et que maintenant il y a en accès libre aux éditions de l'IHEL, avec cette perspective justement de le faire circuler au Pérou, en fait, et du coup d'aller là-bas pour le faire tourner, etc., etc. Et je pense que ces choses-là, alors les publications, oui, et les projets comme ça, enfin en fait, moi cette idée du projet justement, c'était pour, enfin, ok, je vais produire une thèse, je vais pas l'écrire à 50 mains, mais après moi je veux absolument co-construire des choses avec les personnes qui et du coup dans ce projet il y a enfin les personnes qui m'ont accompagnée dans mon terrain en fait à Sarwa ou à Manga, il y a des personnes de l'INALCO qui sont présentes ici, enfin voilà, il y a tout un collectif, et je pense que c'est ce qui permet même à distance en fait, même via Zoom ou même enfin l'idée c'est de pouvoir présenter d'aller ensemble à Ayacucho, enfin bref, c'est justement de construire ce dialogue pour essayer de disons qu'il n'y ait pas cette grande séparation de voilà l'université française et voilà ce qui se passe là-bas au niveau de l'association. Mais c'est vrai que c'est un peu complexe en fait à construire, mais l'idée c'est de trouver des moyens pour le faire. Je vais peut-être juste, pardon, désolée. Je voulais juste revenir sur la notion de danger. Moi je travaille sur le financement des écoles, il n'y a pas de danger particulier à ça, mais je voulais juste revenir sur une expérience, parce que j'en parlais juste avant qu'on commence la table ronde. Le seul moment où moi j'ai eu un sentiment de danger en tant que chercheuse qui travaille sur des questions raciales, c'est sur les réseaux sociaux en France, parce que j'avais publié un texte dans Libération sur le lendemain de la prise du Capitole, sur les liens entre les groupuscules suprémacistes blancs et la prise du Capitole aux États-Unis. Et en fait, mon texte a été relayé avec mon nom sur un groupe d'extrême droite français, extrêmement bien organisé, et j'ai eu une déflagration sur Twitter de tweets horribles. Et j'ai dû finalement bloquer, mais il y avait déjà des centaines, voire des milliers, je crois, quand quand j'ai demandé à Libération de supprimer le tweet en question. Et ça m'amène à la question de la distance, qui est que je pense que c'est quelque chose peut-être de commun aux gens en France qui travaillent sur les questions raciales aux États-Unis, qu'en fait, nous, cette distance, on la comprend à l'envers. Et pour moi, je choisis de travailler sur les États-Unis
parce que c'est trop dur en fait de travailler sur les questions raciales en France, trop dur même de façon pratique. Moi j'ai des données quantitatives que je ne pourrais pas avoir en France, et je pense que cette distance émotionnelle, parce qu'on travaille sur ailleurs, en tout cas pour moi elle me sert, parce que voilà, quand j'ai eu cette expérience, ça m'a ramené au fait qu'en France il y a des choses catastrophiques qui se passent, et je pense que je ne serais pas capable de travailler dessus. Voilà, merci. Moi, peut-être, avant que tu poses ta question, Lucie, juste par rapport à cette question, je crois que tu posais la question du danger de la recherche, et moi, je l'ai jamais senti par rapport à moi, et je pense que justement, on en parlait avec Tania aujourd'hui, et les différences entre la Colombie et le Pérou. Actuellement, c'est vrai qu'en Colombie, tu as toute une situation, et depuis 2016, de post-conflit, etc., donc une certaine plus grande liberté à parler des thèmes autour de la paix, etc., mais juste pour savoir que post-conflit ne veut pas dire absence de guerre ou absence de conflictualité, c'est-à-dire nous, pour l'exposition, on a travaillé avec des survivants du conflit armé du nord-est de l'Antioquia, et donc eux, ils travaillent en fait, et leur mémoire, en fait, le nord-est de l'Antioquia, il est complètement traversé par le conflit, même aujourd'hui, encore aujourd'hui, et leur mémoire, ils l'ont construite en temps de guerre. Et la manière dont ils ont construit la mémoire du conflit en temps de guerre, c'était par l'intermédiaire d'un carnaval, le carnaval de la Gigantona. Et donc c'était dans la Gigantona, qui est une grande poupée énorme, et sur laquelle ils s'écrivent en fait les noms des personnes assassinées, etc., et qui passe pour une fête en fait, et donc les autorités et politiques, et l'armée, les paramilitaires ne se rendent pas compte en fait qu'ils sont en train de faire de la mémoire de la guerre, etc., et ils vont danser avec elle. Pour l'anecdote, en fait, on a failli ne pas avoir la Gigantona dans l'exposition parce que le nord-est de l'Antioquia était complètement bloqué par un paro paramilitaire pendant juste quelques semaines avant l'inauguration de l'exposition. Donc jusqu'à la dernière minute, on a été en train d'attendre la Gigantona, et donc ça symbolise bien comment ces choses-là sont compliquées à vivre pour les personnes avec qui on travaille aussi. Ouais, je pense que son intervention fait le lien magnifiquement avec voilà, le point que je vais soulever. Parce que jusque-là, il n'était pas hyper présent dans vos interventions à toutes. C'est la question du contexte. Parce que quand ça se passe bien, on a tendance, je pense, à peu questionner le contexte favorable qui permet une enquête. Je vais me permettre de parler de ma recherche, puisque moi, pour le coup, c'était un contexte où donc, j'enquête sur les politiques d'accueil de réfugiés colombiens en Équateur. Et moi, ma recherche, elle va de 2015 à fin 2017, donc juste avant la grosse vague migratoire vénézuélienne. Et moi, j'ai notamment enquêté sur le milieu des ONG, où j'ai essayé de négocier en les incitant à m'utiliser pour que je puisse accéder aux espaces des ONG et enquêter dans ces espaces auprès des migrants et pour documenter le travail des ONG. Et ça n'a pas été possible. J'ai jamais réussi à négocier, donc il n'y avait jamais de vrai nom, mais voilà, ça s'est jamais fait. En tant que tel, en tout cas officiellement, ça n'est jamais advenu. Et j'ai mis du temps en fait à comprendre pourquoi ça a été si compliqué. C'est-à-dire que quand on parle en sciences sociales d'ouverture du terrain, moi j'ai l'impression qu'il ne s'est jamais vraiment ouvert en fait, mon terrain, et d'avoir galéré pendant une vingtaine de mois en fait. Et c'est ça qui est intéressant, malgré un milieu voilà, assez ouvert sur les migrants, parce qu'il n'y avait pas d'ambiguïté ni politique, ni de rôle, quoi. J'étais étrangère, mais c'était pas un problème, puisque dans ces ONG, il y avait souvent des stagiaires voilà, étrangères européennes ou états-uniennes. C'était pas un problème en soi, on ne l'a jamais dit ni fait ressentir d'aucune manière. Pour autant, en fait, ce que j'ai analysé après, et ce qu'un matériau de thèse aussi, mais c'est que, en fait, j'ai fait une enquête dans un moment politique où les ONG que j'observais étaient menacées de fermer et licenciaient ou avaient licencié 40 personnes, les 2 tiers de leur personnel l'année d'avant. Sauf qu'en fait, c'est des données qui ont mis du temps à surgir, qui sont plutôt survenues sur la fin et qui m'ont permis voilà, de mieux comprendre la difficulté voilà, à mener une enquête. Donc voilà, j'aimerais savoir si vous aussi, au regard de votre terrain, il y a certains éléments que vous identifiez, qui vous ont aidé, ou au contraire, voilà, vous fait surgir certaines difficultés, voilà, pour peut-être aussi
déculpabiliser les jeunes chercheurs qui peuvent être dans la salle ou les jeunes chercheuses parce que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, en fait, sur lesquelles on a assez peu de prise et pour lesquelles peut-être l'affiliation institutionnelle peut aider ou au contraire, selon peut-être moins aider. Voilà, merci. De ce que je comprends là, du coup, il s'agissait d'une ONG plutôt grosse. Oui, ça. Ouais, ok. Parce que du coup, j'avais déjà entendu ce genre d'histoire en fait, et c'est pour ça que j'ai décidé de me concentrer sur déjà des petites villes frontalières, parce que des grosses avaient déjà été bien documentées, etc. Donc je voulais savoir si les effets étaient les mêmes dans des petites villes frontalières, et du coup une petite ONG où l'accueil et l'intégration seraient peut-être plus faciles. Et en effet, du coup, c'est ce qui s'est passé. En revanche, là où le contexte n'a pas toujours été favorable, mais par contre très enrichissant pour mes recherches, c'est que c'était un contexte donc c'était en 2018, 2019, 2020, donc une grosse remilitarisation de la frontière, une arrivée importante de migrants d'Amérique centrale par des caravanes. Et du coup, aussi un contexte particulier donc non seulement pour les migrants qui sont vulnérables aux organisations criminelles transnationales, mais aussi pour les bénévoles qui devenaient des cibles. Et donc c'est là où en fait ça a été compliqué à gérer. Comment faire pour se rendre invisible en tant que bénévole? En tant qu'étranger, c'est pas toujours facile aussi de connaître comment ça se passe dans un pays dont on maîtrise pas les codes. Donc voilà, en fait, c'est plein de choses comme ça à prendre en compte qui sont pas toujours faciles et qu'on intègre au fur et à mesure dans nos pratiques. Et c'est vrai que du coup, le choix des ONG pour les chercheurs qui voudraient s'investir, je pense qu'avant de partir sur le terrain, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, faut s'assurer que du rôle qu'on va avoir et qu'est-ce qu'on va faire exactement. C'est pas toujours évident d'avoir des réponses, d'avoir les contacts suffisants, mais voilà, il y a quand même les plus petites structures sont parfois plus favorables à l'accueil de bénévoles. Si je peux rebondir sur ça, moi, effectivement, il faut parler des échecs, tout à fait. Et donc, moi, personnellement, j'ai mis 3 ans à partir. Donc, c'était très difficile parce que j'ai postulé à plusieurs bourses que je n'ai pas obtenues. Après, j'avais pas le temps de partir parce que il fallait dégager 3 mois sans travailler. Enfin bon. Et surtout, j'ai eu la chance donc par ma directrice de thèse d'avoir un contact qui connaissait des associations aux États-Unis. Et donc, j'ai postulé dans 4 associations et y en a qu'une qui m'a répondu. Les 3 autres ne m'ont jamais, même pas dit non. Ils ont juste jamais répondu. J'avais complété une application online, enfin un truc en ligne. J'avais mis mon CV, j'avais dit pourquoi je voulais venir, ma recherche et tout ça. Et ils m'ont jamais répondu. Et effectivement, je pense que ça rejoint ce que tu dis. Les 3 autres associations que j'avais postulées, c'est vraiment des énormes associations. Enfin, c'est vraiment les plus grosses. The Human Rights Campaign, the LGBTQ Task Force, c'est vraiment les plus grosses associations. Moi, l'association où je suis allée, c'est la plus grande, mais sur les familles LGBT. Donc, vous voyez, c'est quand même une sous-communauté qui est quand même petite. Et donc, du coup, c'est une association qui est beaucoup plus confidentielle. Et donc, en fait, on était 9 stagiaires. Pour organiser l'événement, il leur fallait 9 stagiaires et ils ont eu du mal à recruter 9 stagiaires parce qu'on n'était pas payés, parce que quand je dis qu'on n'était pas payés, c'est qu'ils nous donnaient rien. On n'avait pas d'aide pour le logement de l'association, on n'avait pas d'aide et il fallait vivre à Boston pendant 10 semaines et on devait travailler au sein de l'association 40 heures par semaine. Donc vous pouvez pas avoir un travail en plus pour gagner de l'argent. Donc en fait, ils avaient du mal à recruter. Donc voilà, j'ai postulé au moment où ils cherchaient pour cet événement. Enfin, j'ai eu de la chance, quoi. C'est une petite association où ils cherchaient des gens et moi, j'avais ma paye de France, donc ça allait si j'étais pas payée. Mais certains de mes collègues ont dû faire des prêts pour pouvoir faire le stage que moi j'ai fait parce que 3 mois à Boston, c'est cher, quoi. Et donc quand vous n'êtes pas payé du tout, donc à la fin on leur a dit, donc maintenant ils ont changé l'association a changé le mode de fonctionnement pour les stagiaires. C'est que maintenant ils acceptent par Zoom que les stagiaires ne vivent pas à Boston parce que c'est trop compliqué, quoi. C'est trop cher. Voilà, donc il faut persévérer et viser les petites structures. Moi, je pense que c'est ça les 2 points. Ouais.
Il y a encore le temps pour une question bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. C'est une question un peu pour les panélistes, mais un petit peu aussi pour les organisateurs. Laura, tu as parlé de prendre soin des gens avec qui tu as travaillé. Ça m'évoque évidemment le travail du CARE. Vous avez toutes parlé de travail bénévole, non payé, de travail, de s'intéresser à l'éducation, aux familles, partager un repas. Question très évidente, je pense, pour toute la salle, mais est-ce que ça vous étonne que vous soyez toutes des femmes sur cette estrade ? Non. Les organisateurs peuvent répondre. Pourquoi est-ce qu'il est là, enfin? Pourquoi c'est toi qui t'as... Et toutes des jeunes femmes, peu de titulaires. Je vous laisse la parole, hein, c'est difficile. Mais tu vas parler, Luis Miguel? Je te vois pas en fait. À ma décharge pour dire pourquoi je suis le seul homme dans la table. Il y a aussi une question assez singulière, c'est que ma formation initiale n'est pas en sciences sociales. Je me suis formé d'abord en psychologie. Et en psychologie, du moins en Colombie, c'était bien présent. Et dans ma promo, on était 10 hommes pour 50 femmes. Donc déjà, il y avait la même question que tu poses, c'est-à-dire les cadres professionnels genrés. Donc ce type de carrières sont plutôt promus pour les femmes. Donc c'est vraiment une question qu'on s'est posée avec Irène quand on a finalement dressé la liste des intervenantes. Et donc, c'était uniquement pour ajouter cet élément supplémentaire de pourquoi est-ce qu'éventuellement je pourrais être là. Et ensuite, je vous laisse la réponse. Bah, si tu veux, je peux. Je sais pas, on était justement en train d'en parler tout à l'heure avec Luis Miguel et Irène, il me semble que tu étais là également. Et puis, c'est vrai que on est aussi 2 commissaires femmes de l'exposition. Et tout au long du processus de recherche qui a été long et qui n'a pas été toujours facile du tout, parce que il y a eu beaucoup de conflits même à l'intérieur même de l'équipe au moment où on se disait on va essayer de coproduire la recherche, non? Et du coup ça pour certaines personnes, plus peut-être des chercheurs plus confirmés, c'était une folie qu'on se dise mais on va coproduire la recherche. Et du coup elle est où votre méthodologie d'entretien? Elle est où votre méthode? Et nous on s'est dit on va se laisser également transformé par la manière dont on a dialogué avec ces personnes. Et du coup, peut-être, je sais pas, mais c'est peut-être mais peut-être c'est le fait de savoir qu'on a également eu une expérience en tant que femme, ou peut-être on sait ce que c'est de ne pas être entendu, peut-être, non? Et donc, le fait d'avoir été peut-être au plus proche des demandes des personnes avec qui on a travaillé, on en parlait avec Salima, et ça, on en a beaucoup parlé, c'était aussi peut-être parce qu'on était capable de les comprendre, parce qu'on l'a vécu, tout simplement, je pense. Bon, je vais pas sortir tout mon speech féministe, mais après, je pense que, si je me trompe pas, la question s'était posée aussi dans la table c'était exactement la même question, parce que c'était aussi que des femmes, en fait, qui ont participé au panel sur la responsabilité sociale de la recherche 2019, 2021, tout le temps, voilà, depuis la nuit des temps. Non, mais je pense que c'est bien sûr pas du tout anodin. Et après, bon, je parle, c'est vrai que moi, je pourrais pas parler pour tout le monde. Enfin, mais en tout cas, moi, je viens d'une formation en études de genre, d'un engagement féministe, effectivement, d'épistémologie féministe, etc. Mais après, on peut aller très très loin, en fait, dans la question de la socialisation et de la question de comment, effectivement, le care, voilà, enfin, est présent dans nos expériences depuis qu'on est toute petite, en fait, voilà, la reproduction, etc., etc. Mais je pense que, effectivement, maintenant, on connaît au sein du monde de la recherche, c'est aussi une opportunité pour essayer de pas seulement, nous contenter d'une certaine façon de tous ces éléments-là qui ont été un petit peu naturalisés, mais justement de les interroger. Et je pense que là, c'est magnifique, en fait, comment chacune, et voilà, vraiment, je tiens pas du tout aux étiquettes. Après, chacune a son bagage et sa façon mais je pense que oui, le fait de parler de soins, en fait, ou d'éthique, ou enfin bref, c'est vraiment
des façons de s'approcher autrement et j'insiste, c'est bien sûr c'est pas que féministe, mais c'est pas anodin aussi que voilà qu'on parte d'une expérience qui aussi empiriquement a été nourrie, foisonnée en fait par ces biais. Et je pense que c'est important aussi en fait que du coup ces nouvelles générations incorporent ça dans ces nouvelles productions qui vont peut-être heurter quelques pratiques, voire sensibilités, mais voilà, ça fait partie aussi justement de ces renouveaux en fait qui est bon là on n'est pas toutes titulaires, mais il y a quand même des titulaires qui du coup pourront aussi continuer en fait. Je dis pas que ça sera que les titulaires, mais ce que je veux dire c'est que du coup ça commence à s'insérer aussi. Enfin, l'idée c'est que on puisse continuer justement ces dialogues ici, ces dialogues avec vous, et puis que moi j'espère très sincèrement que au prochain congrès ça sera pas que des femmes qui seront dans ce panel, mais voilà, enfin ne pas le vivre comme une fatalité, pas du tout. Enfin bien sûr il y a des questions structurelles, mais c'est aussi une opportunité où on peut nous entendre et entendre ce qu'on a à proposer, et que ça soit entendu par une audience qui pourra après partir avec tous ces éléments-là. Voilà. Alors, je sais que ce n'est pas forcément une question qui nous est adressée, mais comme vous disiez ici, je l'avais noté en introduction, mais c'est vrai que on n'était pas parti pour faire un panel exclusivement féminin. Il n'y avait pas un propos, une intention nécessairement féministe ou féminisée dans l'organisation de la table ronde. Et nous avons démarché un certain nombre de chercheurs d'hommes qui n'ont pas souhaité participer à cette table ronde. Alors je ne sais pas si ça a été forcément le cas de nos prédécesseurs, et évidemment à cette toute petite échelle je ne pense pas qu'il y ait de conclusion à en tirer. Néanmoins c'est vrai que c'est intéressant. Je crois qu'on a démarché, on était même parti au début sur une idée de parité, et qu'on a démarché 3 hommes et qu'ils ont dit non, tous les 3, ou ils n'ont pas répondu également. Sympa. Voilà, donc c'est potentiellement complètement anecdotique, mais c'est vrai que force est de constater que c'est ce qui est arrivé, et que c'est potentiellement ce qui est pu arriver les années précédentes également, à voir si c'est quelque chose qui continue après. Il y a peut-être, avant de te donner la parole, il y a peut-être un élément sans risquer une sociologisation de ce qui s'est passé, mais peut-être un élément de socialisation académique aussi, de socialisation secondaire dans le milieu académique, qui fait que non seulement il y a, on en parlait tout à l'heure, des cadres professionnels, donc des cadres disciplinaires, mais il y a aussi des routines, des espaces qui sont plus prisés par les hommes, donc ils vont plutôt avoir tendance sûrement, ou en tout cas être invités à participer à certains types d'espaces, certains types de tables rondes, certains types d'ateliers, certains types de séminaires, de congrès. Donc il y a peut-être des questions à se poser par rapport à la socialisation académique. Bon, pour le mot de la fin, et pas vraiment pour faire une conclusion, uniquement on a évoqué du coup pour plusieurs fils qu'on pouvait tirer de ces riches interventions et de ces riches débats, et on vous en remercie. Mais on voulait plus vous laisser avec l'invitation à penser aussi à quelque chose qui est ressorti de manière forte, c'est la place des usages institutionnels, médiatiques, politiques, que ce soit à l'échelle locale, nationale ou internationale, de nos recherches, et aussi de travail qu'on va faire pour atteindre parfois ou non, de manière voulue ou non, de manière inespérée, inattendue ou non, et ces sphères institutionnelles, médiatiques et politiques. Donc on vous laisse évidemment pas avec une réponse, mais avec une invitation à prolonger ce débat. Et on vous remercie.